Donc merci d'être venus si nombreux pendant une période de vacances en plus, pour entendre parler du monde d'Avatar, mais il y aura aussi de la physique, il y aura aussi de la science, hein. Ça ne sera pas juste Avatar et on rigole avec ça. Je vais vous montrer qu'en fait, en utilisant ce film-là, et plus généralement, ce travail, je l'ai fait sur d'autres films de science-fiction, notamment Star Wars, sur les super-héros, sur le monde de Tintin, bref, en utilisant les mondes de l'imaginaire en général, on peut, dans un certain nombre de cas, parler de science, s'en servir comme prétexte pour parler de science. Donc un prétexte amusant, parce qu'évidemment, Avatar, je pense que tout le monde dans la salle l'a vu. C'est vrai qu'en général, ou pas tout le monde, mais un grand nombre de gens l'ont vu. C'est vrai qu'en général, quand on fait une conférence scientifique, on s'attend à ce que les gens aient un petit vernis scientifique, et puis après, le conférencier ou la conférencière élabore autour de ça. Là, il faut avoir un petit vernis d'Avatar. Ça peut être sympa d'avoir un petit vernis. En science, c'est pas besoin d'avoir un grand vernis en science. Vous allez voir qu'on va faire des choses relativement rudimentaires. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'on peut, à propos de ce film, à propos de bien d'autres, on peut mener une enquête scientifique. Voilà ce que je vais vous montrer. On peut mener une enquête scientifique et obtenir de l'information qui n'est pas donnée a priori dans le film. Alors, on verra qu'au fil du passage, au fil de la discussion, on verra que la réponse à « le monde d'Avatar est-il réaliste ?» La réponse est essentiellement non. Je vous vends tout de suite la mèche, mais je pense que personne ici n'était dupe et allait se dire « bah oui, Avatar, c'est un documentaire sur un monde réel ». Évidemment, Avatar n'est pas un documentaire, Avatar n'est pas un film de diffusion des connaissances scientifiques. Donc ce qu'il raconte, c'est juste pour le plaisir des yeux, le plaisir de l'histoire éventuellement et le divertissement. Donc ça ne se veut pas scientifique en aucun point. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui tiennent pas mal la route. Il y a un nombre de choses plus grandes qui ne tiennent pas du tout la route. Et moi, je vais m'intéresser plutôt à celles qui tiennent la route et surtout à celles sur lesquelles je vais pouvoir me livrer à une enquête scientifique, c'est-à-dire obtenir de l'information qui n'est pas donnée a priori. Et me livrer à une analyse comparative entre finalement ce monde imaginaire et notre monde terrestre, notre monde d'ici et maintenant. L'idée étant que finalement, les réalisateurs du film, ils n'ont pas voulu faire un documentaire scientifique, certes, mais néanmoins, ils se sont inspirés d'un certain nombre de choses réelles, terrestres. En particulier, on va le voir dans la science, ils se sont inspirés des fois de bonne façon. Bon, d'autres fois, ça marche un peu moins bien. Donc, première chose qu'on peut se demander sur ce monde, on nous parle de cette planète ici, qui est la planète Pandora. On est d'une planète, déjà, on voit d'emblée, il y a un problème de vocabulaire, parce que ce monde, Pandora, tourne autour de cette planète gazeuse géante qui s'appelle Polyphème. Et donc, de facto, ce n'est pas une planète, ce n'est pas un objet sphérique. Ça, c'est la définition d'une planète, un objet sphérique qui tourne autour de son étoile, en l'occurrence dans le système solaire, autour du Soleil, et qui a fait, pour faire simple, le ménage autour d'elle. Autrement dit, elle occupe son orbite à elle toute seule, et puis il y a pas mal une grande zone libre, on va dire, autour d'elle, une zone dégagée autour d'elle. C'est pour ça que Pluton a été ôté de la liste des planètes, parce que Pluton, il y a plusieurs petits objets, de la taille de Pluton, même pour certains un peu plus grands que Pluton, et au-delà de Pluton, qui sont là. Tandis que les grosses planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ils ont vraiment fait le ménage, et identiquement pour les planètes internes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On peut remarquer que le critère de dimension, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit, n'est pas un critère retenu. Le critère, c'est un critère de sphéricité. Il faut que ce soit sphérique. En pratique, ça veut dire d'assez grande dimension pour que la force de gravité, asymétrie sphérique, donne la forme sphérique à l'objet. Et par exemple, Mercure est une planète, elle tourne autour du Soleil, il y a qu'elle sur son orbite et autour. Mercure est plus petite que certains satellites des planètes géantes, que Io par exemple, ou que Titan, le satellite de Saturne. Donc Mercure n'est pas un objet si énorme que ça, il est un peu plus gros que la Lune, et il est plus petit que certains objets qui tournent autour des planètes géantes. Donc que cet objet-là, Pandora, n'est pas une planète, c'est un satellite d'une planète géante qui s'appelle Polyphème, d'ailleurs qui est bien nommé, Polyphème. Vous savez pourquoi il est bien nommé? Je pose la question aussi aux enfants quand je fais ça. J'ai fait cette conférence, c'est des enfants de CM2, pas tout, pas les mêmes détails que pour vous, hein, je vous rassure. Hein. Je vous rassure un peu quand même, ici on est à Cadarache, au CEA, donc il y aura des choses un peu au-dessus. Mais avec des enfants de CM2, on peut parler de ce film-là et leur demander, par exemple, ou de collège, pourquoi ça s'appelle Polyphème? Alors en 6e, je leur dis, ils ne savent pas trop, ils disent, ben alors vous avez lu l'Odyssée? Ah bah oui, c'est au programme de français en 6e, l'Odyssée. Je sais, parce que mon fils est passé en 6e l'année dernière, donc je savais que c'était au programme de 6e. Il dit, ben Polyphème, c'est qui? Bon, ah oui, c'est le truc avec un seul œil, c'est le cyclope. Bon, ben c'est vrai que Polyphème, c'est un joli nom pour une planète qui a une sorte de tourbillon, comme un seul œil, à sa surface. Incidemment, quand on voit ça, tout de suite, pour vous donner une idée que les gens, ils ont été cherchés, Cameron et toute son équipe, ils n'ont pas fait ça complètement au hasard. C'est là où ça rend l'investigation scientifique pas complètement dénuée de sens. C'est que, évidemment, regardez, ils ont... Ah oui, je ne sais pas si l'image est très visible, très nette. C'est la lumière devant, ah oui, c'est la lumière devant, mais s'il n'y a pas de lumière, c'est ça. Excusez-moi, je vais expliquer pourquoi il y a la lumière, parce que vous avez tous demandé pendant la conférence. S'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas filmer.
Donc soit vous avez la conférence en direct. Il faudra la revoir en DVD alors finalement. Là, ça sera beau. Donc en tout cas, on voit la surface de Jupiter, pas très contrastée, mais ici, il y a ce qui s'appelle la tache rouge de Jupiter, qui est un tourbillon, une énorme perturbation cyclonique sur Jupiter, et qui est là depuis 1610 au moins. Pourquoi 1610? C'est l'époque où Galilée a braqué sa lunette de 6 cm de diamètre, premier instrument astronomique, premier instrument d'optique utilisé pour faire de l'astronomie par Galilée en 1610, et il a découvert les 4 satellites de Jupiter, qui s'appellent désormais les satellites galiléens, et cette tache sur Jupiter, il l'a vue tout de suite, et elle était là, il l'a vue, ça a permis d'ailleurs assez rapidement de déterminer la période de rotation de Jupiter par l'apparition régulière, toutes les 10 heures à peu près, de cette tache. Et quand on voit l'image précédente, c'est clair qu'ils ont pris Photoshop, ils ont pris Jupiter, ils ont peint en bleu. Alors moi j'ai essayé de faire ça, voir si c'était bon en Photoshop, manifestement non, mais ils ont pris Jupiter, ils ont peint en bleu. Ils ont fait les mêmes effets, il y a un autre satellite de Polyphème qui projette ici son ombre. Bon ben, sur Jupiter, quand on a fait des photographies, quand on est prise par les sondes voyageurs, on a ici Io, et là on ne voit pas très bien, mais il y a l'ombre de Io qui se projette sur Jupiter. Donc ils ont vraiment cherché à faire les mêmes effets qu'on a vus nous, à partir des sondes spatiales, des sondes voyageurs en particulier, et puis ensuite Galiléo, et puis la sonde Cassini, maintenant autour de Saturne. Eh bien ils ont fait la même chose, on voit très très bien le monde des planètes géantes du système solaire, Jupiter et Saturne. Dans le film, on nous donne une seule information sur Polyphème, on nous dit que c'est une géante gazeuse qui a à peu près la taille de Saturne, donc un peu plus petit que Jupiter. Elle n'a pas les anneaux de Saturne, mais un peu plus petit que Jupiter. Alors, l'aventure se déroule sur cette... Alors, je vais peut-être dire planète de temps en temps, mais encore une fois, Pandora n'est donc pas une planète, c'est le satellite d'une planète géante, et que ça se déroule dans le système solaire, système stellaire de Alpha du Centaure. Alors, en fait, Alpha du Centaure, c'est un système stellaire qui existe vraiment. Alors, Alpha du Centaure, il y a 2 planètes, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, c'est un système binaire. On nous dit dans le film, ça c'est repris sur Internet, ils ont mis en plus du trailer, comme on dit en anglais, de la bande-annonce, ils ont mis ce qu'ils appellent une featurette, c'est-à-dire un petit remontage des images du film pour faire comme un documentaire sur Pandora. Comme si Pandora était un monde réel, et qu'on nous met des images de Pandora nous expliquant un peu ce qui se passe sur Pandora. Donc à partir de cette petite featurette, on peut faire déjà mener une analyse sans avoir vu le film. C'est ce que j'ai fait dans mes premières conférences. Après, quand même, j'ai dit, bon, je vais acheter le DVD, je vais enrichir Cameron, et je vais regarder tout le film. Et j'ai bien fait, parce que je vous montre, je vais dire d'ailleurs, il y a des informations précieuses que j'ai eues en regardant le film qui n'étaient pas dans le petit montage. Dans ce petit montage, ce petit texte-là en vert défile, comme si c'était des écrans de contrôle, il y a tout un tas de choses qui se passent. Tout cet écrit-là est parfaitement juste. Moi, je me suis pris la tête à le regarder en détail. Tout ce qui est là est exactement juste. Hein. Alpha du Centaure est une étoile qui existe vraiment. C'est une étoile qui est dans la constellation du Centaure, une constellation qui est visible depuis l'hémisphère sud, plutôt même depuis l'équateur, mais enfin, il faut aller plus au sud que nous sommes ici en Provence, et qui est donc une constellation qui existe vraiment, une étoile visible à l'œil nu, qui est l'une des plus proches. En fait, l'étoile la plus proche du système solaire, c'est l'étoile Proxima du Centaure, comme son nom l'indique, et Alpha du Centaure est légèrement plus lointaine que Alpha du Centaure. Alpha, elle s'appelle Alpha du Centaure A et B, parce qu'en fait, Alpha du Centaure, qui à nos yeux, dans le ciel terrestre, nous apparaît comme un point, est en fait une étoile double, 2 étoiles qui tournent l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun, pour être très précis, et qui tournent à des distances, en fait, qui varient, parce que leurs 2 orbites sont elliptiques, et elles tournent à des distances qui les font varier d'une dizaine d'unités astronomiques à une trentaine, je ne sais plus le chiffre exact, mais j'ai mon anti-sèche qui est écrite là, voilà, de 10, de 11 à 35 unités astronomiques. En gros, la distance, au plus proche, les étoiles sont séparées comme du Soleil à Saturne, et au plus loin, comme du Soleil à Neptune, on va dire, par rapport au système solaire. Donc ces 2 étoiles qui sont, disons, séparées à des échelles de distance qui sont comme les plus grandes dans notre système solaire, entre, disons, Soleil-Saturne ou Soleil-Neptune, la période 80 ans, et c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel. Hein. Ça correspond, pour ceux qui ont fait de l'astronomie amateur, à l'œil nu, à l'étoile Vega, que là on voit en été, pas en ce moment, mais en été dans le ciel, dans les cieux d'hémisphère nord. Donc c'est une étoile qui est tout à fait brillante et facile à repérer, c'est un bon repère dans le ciel austral. Tout ce qu'il nous raconte là-dedans, là, c'est tout à fait juste. Je vais vous en dire 2 mots, mais le type spectral de l'étoile, sa température, sa masse, sa taille, tout ça, évidemment, c'est pas compliqué. Je suis allé voir dans les catalogues d'étoiles que les astronomes ont élaborés. Et ces étoiles, Alpha du Centaure, c'est une étoile extrêmement étudiée. C'est l'étoile la plus proche. C'est donc une étoile dont on a pu mesurer la distance par triangulation assez facilement. Une des premières, pas la première, mais une des premières dont on a mesuré la distance. Et donc, du coup, on a beaucoup d'informations sur Alpha du Centaure et donc sur Proxima du Centaure. Il y a une question qui se pose, est-ce que Proxima du Centaure forme avec les 2 précédentes un système triple,
Ce n'est pas encore très sûr. La distance entre Proxima et Alpha AB, c'est 13 000 unités astronomiques, 13 000 fois la distance Terre-Soleil. Les deux autres étant séparés de plutôt une dizaine, quelques dizaines de fois la distance Terre-Soleil. Donc là, l'échelle est beaucoup plus grande que l'échelle système solaire. C'est une échelle qui est à peu près 100, peut-être même 1000 fois plus grande que l'échelle système solaire. Bon, la question de savoir si elles sont gravitationnellement liées, ces deux premières avec Proxima est encore une question ouverte. Néanmoins, le système Alpha du Centaure existe, et on a même des tas d'informations sur les étoiles. Voilà des choses qui vous montrent un peu les tailles relatives des différentes étoiles. Le Soleil, Alpha du Centaure un peu plus grosse à la fois. Alors là, les unités, c'est tout en solaire. La masse d'Alpha du Centaure, c'est 1,1 fois la masse du Soleil, un peu plus massive. Centaure B, un peu moins massive. Proxima, c'est une toute petite étoile de rien du tout, c'est une naine rouge, toute petite étoile de rien. Rayon un peu plus grand, un peu plus petit. Luminosité, Alpha du Centaure A est un peu plus brillante que le Soleil. Ça veut dire que si vous mettiez la Terre autour d'Alpha du Centaure A, il n'y a aucun problème, il n'y aurait pas de souci particulier du point de vue rayonnement. On aurait un rayonnement lumineux qui serait tout à fait comparable à celui du Soleil. Il faudrait en être un peu plus éloigné que nous le sommes du Soleil pour recevoir la même quantité de lumière, pour ne pas être grillé, on va dire. Si on est trop proche de son étoile, on a trop chaud. Si on est trop loin, on a trop froid. Il y a une zone qu'on appelle la zone d'habitabilité, où l'on pense qu'une planète pourvue d'une atmosphère peut avoir de l'eau liquide à sa surface, il ne fait pas trop froid, pas trop chaud. Sur le système solaire, Vénus, il fait un peu chaud, et Mars, il fait un peu froid. Et la Terre, elle est dans la bonne zone. C'est comme la soupe de boucle d'or, hein. Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop dur, ni trop mou pour lui. Bref, au bon endroit. Alors il faudrait se reculer un peu d'Alpha du Centaure A, mais on pourrait tout à fait, la Terre, être en orbite autour d'Alpha du Centaure, sans aucun souci pour la vie humaine. Si on transportait par magie la Terre là-bas, il n'y aurait pas de souci, en étant à une distance un peu plus loin que nous le sommes de notre étoile Soleil. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que Alpha du Centaure A et B, il y a donc deux étoiles, et qu'on serait dans un système solaire à deux étoiles et pas une étoile comme le nôtre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, les physiciens vont comprendre qu'il y a de la subtilité derrière, parce que ce n'est plus un problème qu'on appelle à deux corps, le Soleil et la Terre, en négligeant le reste, parce que dans le système solaire, essentiellement, 99,8% de la masse, c'est le Soleil, 0,1, c'est Jupiter, 0,1, un petit peu moins que 0,1, c'est Saturne, et le reste, les poussières, c'est le reste, quoi. La Terre, tout ça, c'est des poussières. La Terre, elle pèse 330 000 fois moins lourd que le Soleil. Donc pour dire que la Terre, c'est pas grand-chose. Mais quand on veut étudier le mouvement de la Terre dans le système solaire, en première approximation, on peut considérer le Soleil et la Terre, et ça suffit. On appelle le problème à deux corps. Si vous êtes dans Alpha du Centaure, il y a deux étoiles qui sont de masse, bon, pas exactement égale, mais disons comparables, et c'est tout de suite une planète supplémentaire qui orbiterait dans ce système à deux étoiles. C'est un problème à trois corps. Et le mathématicien Poincaré a montré au début du XXe que le problème à trois corps, et plus généralement le problème à n corps, est un problème qu'on ne peut pas résoudre analytiquement et qui est un problème qui est chaotique. Il faut réfléchir où vous êtes si vous voulez avoir une orbite stable. Sinon, la planète, elle s'en va. Et donc, la planète Polyphème et son satellite Pandora ne peuvent pas être n'importe où. En pratique, il faut qu'ils soient relativement proches, moins que 2 unités astronomiques de Alpha du Centaure, moins que 2 fois la distance Terre-Soleil de Alpha du Centaure. S'ils sont un peu trop loin, les perturbations gravitationnelles engendrées par l'autre étoile peuvent éjecter la planète, et donc son satellite, du système d'Alpha du Centaure. Donc il faut être pas trop près d'Alpha du Centaure, sinon vous grillez, pas trop loin, sinon vous éjectez. Il y a une toute petite zone où vous pouvez être. Voilà. Et ça tombe bien, et cette zone, elle existe. Il se trouve qu'on a déjà bien étudié Alpha du Centaure A, la recherche d'exoplanètes. Ces exoplanètes sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Maintenant, on en connaît plus de 500. Il y a 15 ans, on en connaissait 0. Il y a le satellite Kepler qui observe les étoiles les plus proches à la recherche d'exoplanètes, qui a actuellement 1235 candidats exoplanètes. 1235. Ça veut pas dire, on ne sait pas quelles sont là. Il faut encore accumuler des observations pour que la statistique des observations soit suffisamment bonne, qu'on puisse dire oui ou non, il y en a ou il n'y en a pas d'exoplanètes. Il y a 1235 exoplanètes en attente, peut-être un peu moins qui seront confirmées. C'est vous dire qu'en 15 ans, on est passé de... Il y a 8 ou 9 planètes dans le système solaire, on est passé à 8 en 2006 avec cette nouvelle définition, il y a des planètes, on s'en doutait, mais maintenant on en a la preuve, autour de beaucoup d'étoiles. Autour d'Alpha du Centaure, on n'a pas encore détecté d'exoplanètes. On sait qu'on a éliminé la possibilité d'une exoplanète plus grosse que quelque chose comme Saturne. Plus petite, ça serait possible, la sensibilité des instruments étant telle qu'on n'en a pas encore détecté pour l'instant, pas suffisamment bonne. La sensibilité étant pas suffisamment bonne. Alors ça n'exclut pas un Polyphème. Voilà. Polyphème n'est pas complètement exclu, même sans qu'on soit sûr qu'elle existe. Si une planète géante existe, il est très probable, comme dans notre système solaire, qu'elle ait des satellites. Bon, habitables, c'est un autre problème, mais qu'elle ait des satellites aussi. Alors,
la première question qu'on peut se poser, donc voilà une image vue depuis le sol de Pandora, donc on va considérer que le film Avatar est un documentaire, hein. On voit Polyphème dans le ciel, très belle image, il y a des espèces de bestioles volantes dont on va parler, là on est de nuit manifestement, enfin ça se confirme avec l'éclairage local. Il y a d'autres satellites, il y a des grands arbres ici, là en fait on est dans une séquence du film, une capture d'image du film, où on est un Na'vi, ça veut dire un des autochtones, en fait on est à la place de Scully, l'humain qui pilote son avatar, qui pilote cette espèce de marionnette biologique qui a une forme de Na'vi, une forme d'autochtone. Il est à cheval sur les chevaux locaux, une espèce de grande bestiole à 6 pattes. Alors 6 pattes, on pourra discuter. Le 6 pattes, c'est pour faire des bêtes exotiques, mais qu'on reconnaît quand même un peu, ça ressemble à un cheval, l'air de rien, avec un train avant à 2 essieux, de l'avoir un seul essieu. Bon, c'est une façon très habituelle dans la science-fiction, c'est fait depuis pratiquement Edgar Rice Burroughs, l'auteur de Tarzan, mais aussi l'auteur du cycle de Carter, du cycle de Barzoum, le cycle martien, Princess of Mars, toute une série d'aventures d'un terrestre, d'un humain transporté, il ne sait pas comment, sur la planète Mars, où il y a des tas d'aventures incroyables qui se produisent. Pratiquement toutes les bestioles qui croient sont des bêtes à 6 pattes. C'est un facteur d'exotisme facile, et en même temps, la bestiole, on la reconnaît. C'est-à-dire un cheval à 6 pattes, avec une espèce de museau de cheval, mais pas tout à fait un cheval, on dit, bon, ça va être un cheval. Effectivement, c'est un cheval. Après, ils s'en servent comme monture de trait. Un machin pas sympa, avec des grosses dents, des yeux pas agréables, qui a 6 pattes, qui est un peu long et noir, on dit ça, c'est l'équivalent local du loup ou de la méchante bestiole. Les gros trucs balèzes avec 6 pattes, avec un gros ross, on dit, bon, ça, c'est l'équivalent local du rhinocéros ou pas de l'hippopotame, du rhinocéros. Donc, on a des repères, et en même temps, on met une touche d'exotisme en mettant 6 pattes. Sachant que s'il y avait des bestioles développées quelque part ailleurs, il n'y a à peu près aucune chance qu'elles aient la forme qu'on leur connaît sur Terre. Mais il faut reconnaître que si vous voyez un extraterrestre, là ils sont humanoïdes, les extraterrestres évidemment, s'ils sont gentils, s'ils ont un bon sentiment vis-à-vis de vous, ils vont avoir un visage que vous allez comprendre. S'ils sont méchants, désagréables avec vous, vous allez comprendre qu'ils sont désagréables. Si l'extraterrestre est une boule de poils qui roule, c'est pas facile de savoir si elle est de bonne ou de mauvaise humeur. Hein? Donc du coup, on comprend, même en image de synthèse, où à une époque ancienne, il y a les types, c'était un acteur humain. Alors il avait son costume en latex, bon, c'est pratique que que l'extraterrestre ait une forme humanoïde. Maintenant, on pourrait faire l'extraterrestre de forme quelconque, après tout, on s'en fout. Avec les images de synthèse, on fera absolument ce qu'on veut. Bon, pour que le spectateur décrypte les émotions, c'est plus facile. Donc toute la biologie, pour l'essentiel de la biologie, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y a aucune chance que la biologie d'éventuels êtres extraterrestres ait développé, je ne parle même pas des bactéries, c'est ça que cherchent éventuellement les exobiologistes, des êtres vivants extraterrestres, enfin des indices de vie extraterrestres, d'abord sous forme de micro-biotrucs, de micro-objets, pas de navis bleus qui vous disent « comment ça va les gars ?» et qui vous tirent des flèches dessus. Bon, on n'en est pas encore là. Mais si tant est que ce genre d'êtres développés existe, il n'y a probablement aucune chance qu'ils aient des formes humanoïdes, qu'ils aient 6 pattes et des yeux, et qu'ils soient des mammifères, ou quasiment mammifères. Les femmes navis, elles ont des seins. Bon, il manque les tétons pour des raisons de puritanisme américain. Mais enfin, voilà, et les bestioles, elles allaitent. Enfin, c'est la Terre avec 6 pattes, quoi, et pas en bleu. Donc ça reste de ce point de vue-là pas très créatif. Alors, en revanche, du point de vue astronomique, c'est pas très créatif, mais du coup, ça promet, c'est-à-dire, ça s'inspire de ce qu'on voit dans le système solaire, une grande planète géante avec des satellites, un gros tourbillon, et après, on essaie de rendre ces images visuellement sympathiques. Et là, il faut dire qu'il a réussi son coup, James Cameron. Il faut reconnaître qu'un truc comme ça dans le ciel, comme on dit vulgairement, ça vous mate pas mal, quoi. Si vous voyez ça, la Lune, en comparaison, c'est un tout petit truc de rien du tout. La taille apparente de la Lune dans le ciel, c'est un demi-degré, de la pleine Lune dans le ciel. Ce truc-là, on sent que c'est bien plus grand en taille apparente que la pleine Lune dans le ciel, bien plus grand. La question, c'est combien plus grand? Et c'est là où on commence à se poser des questions embêtantes. On se dit, ouais, mais combien plus grand, comment je fais? Alors on pourrait dire au doigt mouillé, oui, ça a l'air plus grand. Alors plus grand qu'un demi-degré, bon, 1 degré. Non, 1 degré, ça va pas. Bon, alors 10 degrés. Bon, peut-être 10 degrés, 20 degrés, bon, peut-être 30 degrés. Bon, c'est pas 90 degrés, en même temps, on voit bien que c'est pas un truc qui occupe la moitié du ciel, ou un quart du ciel. Donc voilà, comment on fait? On peut faire au doigt mouillé, ça c'est une première solution. Je vais vous montrer qu'au doigt mouillé, il faut se méfier de nos sens. Après, on peut faire un raisonnement. C'est ça que je vais vous exposer maintenant, les lignes du raisonnement, sans vous détailler le calcul. Le problème, c'est d'avoir donc la taille angulaire de cette chose-là, combien de degrés dans le ciel. Ça m'intéresse, moi, parce qu'on m'a dit que c'était la taille de Saturne, et que la taille réelle de Saturne, moi, je la connais. Ben oui, Saturne est dans le système solaire, on la connaît bien, cette planète. Elle fait 55 000 km de rayon. Donc, si je connais la taille angulaire de l'objet dans le ciel, et la taille de Saturne, et la taille de l'objet, la taille réelle, Saturne, 55 000 km de rayon, en gros, eh bien, je connais la distance de l'objet. Et si je connais la distance de l'objet, j'ai une idée de la
de l'orbite, du rayon de l'orbite de Pandora. Et vous voyez que ça on commence à débominer des informations qui ne sont pas données dans le film. On vous dit, Pandora, d'abord, on va passer une planète, bon, et elle tourne autour de Polyphème, bien, mais elle tourne en combien de jours? Combien d'heures? Elle tourne à quelle distance? Ben, les choses sont liées, puisque si cet objet-là, c'est Saturne, on a une idée de sa masse. Donc voilà, là, on se met à faire une enquête, et avec l'information qui nous est donnée dans le film, et seulement elle, on essaie de déduire de l'information qui n'est pas donnée spontanément. Vous remarquerez que ce n'est pas scandaleux que ce soit un astrophysicien qui fasse ça, c'est son boulot de tous les jours. Quand il y a une étoile, une galaxie, une nébuleuse, n'importe quoi, la première chose que veut déterminer l'astrophysicien, sa distance. Tous les paramètres intrinsèques, sa luminosité totale, sa taille réelle, sa vitesse en kilomètres par seconde et pas en degrés ou plutôt en micro-arcs ou en milliards secondes par an. Bref, si on veut des vraies valeurs, des valeurs intrinsèques, il faut connaître la distance de l'objet. Donc l'astrophysique, si on ne connaît pas la distance, on peut dire des choses, mais enfin, c'est moins marrant que si on connaît la distance. Et connaître la distance, il faut la mesurer, c'est tout un effort considérable que les astrophysiciens ont fait, de proche en proche. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut mesurer la distance de ce truc-là. Alors comment on va faire ça? Eh bien, par comparaison avec l'arbre qui est ici. Alors, vous allez me dire, comment on connaît l'arbre? Ben, d'abord, je fais un petit rond, là, vous voyez, là, je suis assez fort en PowerPoint, enfin, suffisamment pour faire un cercle, et puis un petit trait. Alors là, c'est facile, c'est-à-dire, si je connais que ça, si je sais la taille angulaire de l'arbre, ben, je connais la taille angulaire de ça par une simple proportionnalité. Il y a, je ne sais pas combien de pixels là, il y a combien de pixels, je fais le rapport, je multiplie par la taille angulaire de l'arbre, et boum, j'ai l'autre. Bon, ça, c'est règle de 3, niveau CM2. C'est pas CM2, on peut le faire. Bon, après, il y a un petit coup de tangente derrière, donc je ne leur parle pas de ça au CM2. Alors maintenant, j'ai ramené au problème précédent. Ça, en physique, c'est courant, hein, c'est-à-dire, on dit la réponse, ben, il faut que je résoudre ce problème-là, pour résoudre celui-là, il faut résoudre celui-là, puis des fois, ça ne s'arrête pas. Mais enfin bon, là, on va essayer de s'arrêter. Alors là, il faut que je connaisse la taille angulaire de l'arbre. Alors, j'ai l'air pas beaucoup plus avancé. En fait, si. J'ai pris cet arbre-là et pas celui-là. Pourquoi? C'est à peu près les mêmes. C'est ces arbres géants qui servent de repère, enfin d'abri aux navis, aux tribus navis. Ces arbres de très grande taille, hein, quand on les voit, il y a des hélicos qui passent à côté, face à là des arbres de très grande taille. Celui-là, je l'ai pris parce que quand on regarde l'image, celui-ci, il a l'air près de nous et celui-ci, il a l'air loin. Bon. Mais il y en a un qui a l'air suffisamment loin pour qu'on puisse se dire il est probablement pas très loin de l'horizon. Peut-être il est un peu devant. Il n'est pas derrière, parce que si c'était derrière, je verrais, il me manquerait un bout du tronc. Là, j'ai l'impression de voir la partie, ça ne se voit pas bien sur l'image, la partie un peu évasée du tronc. L'arbre, il est son tronc, puis il a cette partie-là. J'ai l'impression que cet arbre-là, il est un peu plus proche que l'horizon, mais pas loin de la distance de l'horizon. L'autre à gauche, là, à droite plutôt, celui-ci, il est beaucoup plus proche que l'horizon. Donc je ne connais pas sa distance. L'autre, je vais dire, il est à la distance de l'horizon. On me dit, mais c'est quoi la distance de l'horizon? Eh bien, la distance de l'horizon, c'est facile à déterminer. Ça dépend de deux choses. À quelle vitesse la planète se courbe? Ben, ça veut dire son rayon de courbure, ça veut dire son rayon. Et à quelle hauteur sont mes yeux? C'est tout bête, hein, si vous êtes sur la plage, expérience, vous vous mettez allongé sur la plage dans le bon sens, le niveau de la mer, ben, vous voyez des bateaux là-bas, vous voyez moins. Si vous mettez debout, ben, vous voyez plus du bateau. Votre horizon, quand il aura du sable, bon, vous aplatissez le sable, hein, vous enlevez les types qui sont devant. D'accord, on est d'accord, hein, une vue jusqu'à l'horizon. Et après, vous voyez le bateau, moins si vous êtes au ras du sable que si vous êtes debout. Et vous avez juste changé de 1,70 m. Et puis vous êtes les plus grands, ils vont voir un peu plus. Et puis d'abord, les gars, pour voir où si les pirates arrivent, ils vont au sommet du mât. Ben, ils vont très haut. Plus vous avez vos yeux hauts, plus l'horizon est lointain. Premièrement. Et puis ensuite, il y a un truc qui dépend, c'est la courbure de la planète, le rayon de la planète. Alors le rayon de Pandora, on ne le connaît pas. Bon, la réponse, c'est 4900 km. Je vais vous dire comment on le détermine tout à l'heure. 4900 km. La hauteur des yeux, ben, je peux avoir une estimation. Bon, on fait avec ce qu'on a. Là, ce qu'on a, c'est un point de vue subjectif d'un avis sur son cheval à 6 pattes en train de cavaler dans la plaine. Là, ce qu'on voit là, c'est une grande plaine. Bon, alors, je vais supposer qu'il n'y a pas de grande... Évidemment, on est physiciens, on fait des hypothèses. Hein. Alors, les physiciens, ils font beaucoup d'hypothèses. Je dis ça pour les non-physiciens ici, ou ceux qui sont moins aguerris en physique. Il y a beaucoup d'hypothèses en physique, souvent simplificatrices, simplement pour pouvoir gérer le truc. Hein. Sinon, des fois, on ne sait pas s'en sortir. Alors, on simplifie tout. En gros, tout est sphérique et dans le vide. Puis après, on améliore, les physiciens qui me comprennent, les autres, on simplifie, n'importe quoi qui est un peu patatoïdal, c'est une sphère, le milieu, on n'en met pas, ça emmerde le monde, et on essaie de faire un modèle avec ça. Si ça donne quelques pertinences avec des résultats expérimentaux, on se dit, bon, on a capturé un peu l'essentiel, enfin des éléments du phénomène, bon d'accord, on sait qu'on a fait des approximations, on sait, ok. Mais on a quand même capturé des choses, après on va raffiner, mais déjà on commence froidement par enlever en gros tout ce qui emmerde le gars, quoi, faut être clair. Tout ce qui nous embête, on l'enlève, et on voit si ça a quelque pertinence. Si ça n'en a aucune, bon, on se dit, ok, on va rajouter des choses plus subtiles. Si ça en a un peu, on est content.
Alors là, moi, j'enlève tout, quoi. Je dis, bon, ben, j'imagine que la plaine est plane, que les arbres sont standards, ils ont tous la même hauteur, et qu'il n'est pas loin de l'horizon. La planète est sphérique, bon, ça, jusqu'à présent, tout va bien, la vie de l'espace, elle est sphérique. Son rayon de courbure, on va le déterminer tout à l'heure, la hauteur des yeux. Alors, c'est les navis. Les navis, on sait, dans le film, ils font 3 mètres de haut. On nous dit qu'ils font 10 pieds de haut. 10 pieds, donc c'est évidemment l'unité anglo-saxonne. 3 mètres de haut. Ils sont assis sur des chevaux qui sont, quand on voit les chevaux, ils sont proportionnés. Les proportions, c'est les mêmes qu'un cavalier humain sur un cheval terrestre. Hein. Ils ne sont pas embêtés. Ils ont fait un cheval qui avait les mêmes proportions pour que le type assis, ça, de loin, ça fasse la même figure. C'est pas un tout petit cheval avec un grand type dessus, ou un énorme bourrin avec un mec 3 mètres, mais qui a l'air tout miteux. Les proportions sont respectées à peu près. Donc on a une idée de la hauteur du cheval, de son garrot, par proportion avec un cheval humain. Le gars qui est assis dessus, bah, il est sur ses fesses, évidemment, enfin, ce qui lui sert de fesses, et il est à moitié assis. Donc on peut estimer la hauteur des yeux au-dessus du sol. Typiquement 6 mètres. 5-6 mètres. On peut même raffiner un peu, enfin quand je dis raffiner, tenir compte du fait que dans le film, quand on voit cette séquence se dérouler, clairement, ils sont en train de dévaler une petite colline. Ils sont un peu au-dessus du niveau moyen de la plaine. Alors on rajoute, on doit mouiller 5 mètres, 10 mètres. Ils ont des yeux qui sont peut-être, on va dire, par rapport au niveau moyen de la plaine, peut-être 10 mètres, 15 mètres au-dessus du niveau de la plaine. Ce qui permet de déterminer, d'avoir une idée de la distance de l'horizon qui se situe à environ 17 km. Et alors maintenant, vous avez donc la distance de l'arbre. Typiquement, on va dire 15 à 20 km, pour se donner cette barre d'erreur que les physiciens doivent toujours donner quand ils font ce raisonnement. Bon, et puis avec mes hypothèses, évidemment. Alors après, tout ça, c'est critiquable. Mais c'est ça la physique. On met le truc sur la table, et il y a des gens qui arrivent et qui vous disent « Ah oui, mais ça, non. Mais ça, c'est pas mal. » Ah oui, ok, on discute. Et à la fin, on se met d'accord sur quelque chose. Et on construit les connaissances comme ça, par consensus. À la fois entre les hypothèses et les théories, les calculs, et puis en même temps, les expériences, les gens qui vont mesurer, qui vont vérifier que ce que vous avez dit, c'est quand même, ça a quelques pertinences. Bon, là, l'expérience, évidemment, elle n'est pas facile à faire. C'est pas facile d'aller sur Pandora pour vérifier ce que je raconte. Mais remarquez que les astrophysiciens, ils font la même chose. Ils vous racontent des tas de trucs sur le centre du Soleil et le fin fond de l'univers. Il n'y a personne qui a été au centre du Soleil pour mesurer la température. Et je ne parle même pas d'un type avec un chronomètre pour vous dire l'âge de l'univers. Et ils vous racontent ça pourtant. Et quand vous écoutez, vous dites « Ah, c'est super, l'astro, qui sont balèzes. » Les gars, ils vous racontent ça. Comment ils font? Eh bien, ils essaient d'être cohérents entre la physique élaborée ici et maintenant sur Terre en laboratoire, depuis, disons, 2000 ans, entre l'observation et l'expérimentation, la physique d'ici et maintenant, et ce qu'ils observent. Et ils ne construisent pas une théorie, ils construisent un scénario cohérent de tout ça. Et ce qui fait la qualité du scénario, c'est la cohérence entre de la physique acquise maintenant, sous la main, si j'ose dire. Sous la main, ça peut être compliqué. Ça peut être le LHC, ça peut être des instruments énormes à fabriquer. Ce n'est pas toujours le petit bricolage dans son coin. Et les observations. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait là. Donc j'en reviens là-dessus. 15 à 20 km. La hauteur des arbres maintenant. Alors la hauteur des arbres, ça, je peux la déterminer aussi. Parce que je regarde les grands arbres terrestres. Les grands arbres, les plus grands arbres terrestres, c'est quoi? Des séquoias. 100 mètres de haut, les plus grands séquoias, 100 mètres de haut. Je peux regarder sur plein d'arbres d'ailleurs. Un truc intéressant, est-ce qu'il y a un rapport entre le diamètre d'un arbre et sa hauteur? On se dit certainement. Les grands arbres auront un diamètre plus grand. Ok, ça c'est une loi empirique à la main, on se dit grand arbre, grand diamètre. Petit arbre, petit diamètre. Ok, jusqu'à présent on n'a pas dit grand chose de bien malin. Est-ce qu'il y a une loi empirique qu'on peut lier plus quantitativement? La réponse est oui. On peut constater que le diamètre d'un arbre varie, attention pour ceux qui ont des oreilles moins mathématiciennes que les autres, que le diamètre d'un arbre varie comme la puissance 3,5 de sa hauteur. Pour être encore plus agréable, ça varie comme la racine carrée du cube de la hauteur. En gros, pour faire plus simple, un arbre qui va être 4 fois plus haut aura un diamètre, ou 4 fois plus haut, il aura un diamètre qui va être 8 fois plus grand. Pas 4 fois plus grand, 8 fois plus grand. Donc le diamètre augmente avec la hauteur, mais il augmente plus vite que la hauteur. Quand je multiplie la hauteur par 4, je dois multiplier le diamètre par 8. Ça, c'est constaté sur les arbres. L'argument autour de ça, je ne vais pas le détailler maintenant, essentiellement, c'est lié au fait que les grands arbres, les arbres en général, et particulièrement les grands arbres, ont des problèmes de stabilité. Sous le vent, ils vont se courber, et comme ils vont se courber, le poids, je dis ça vite pour les physiciens de la salle, probablement pas tout le monde, mais une grande partie, va se courber, il y a un couple qui va s'exercer, et il faut que l'arbre ne se casse pas sous le couple du poids, il faut que la résistance mécanique de l'arbre, élastique de l'arbre, équilibre le poids sans le briser. Et si on veut que les arbres résistent à des grandes hauteurs, 100 mètres, on peut montrer qu'il y a une loi qui est en gros en diamètre variant comme la hauteur de l'arbre à la puissance 3,5. Si j'imagine que cette loi est vraie, aussi pour ces arbres là-bas, il y a du vent, il y a de l'atmosphère, il y a du vent, des tempêtes, je sais pas, de la pluie, enfin il y a tout ce qu'il faut probablement sur Pandora.
alors cette loi elle est aussi vraie là-bas, et estimant le diamètre des arbres, ça je l'estime, le diamètre des arbres en les comparant, alors ça c'est, la comparaison n'est pas super fine, mais il y a des hélicoptères qui passent devant, à un moment il y a le grand arbre qui est bombardé, il s'écroule. Et quand on voit des hélicoptères qui doivent faire une dizaine de mètres, ou plusieurs mètres, mettons 10 mètres typiquement de long, comparé à là, on a l'impression que le diamètre de l'arbre c'est un bon diamètre, quoi. 80 mètres de diamètre, peut-être jusqu'à 100 mètres de diamètre. Les séquoias, ils ont plutôt 10, 15 mètres de diamètre. Et bien en faisant la petite règle comme ça, on peut aboutir à une hauteur d'arbre sur Pandora, de ces très grands arbres-là, estimant que ce sont peut-être les plus grands, de 300 à 400 mètres. Alors je prends ça comme échelle. J'ai 300 mètres à 15 à 20 km. Et donc la taille apparente de cette chose-là, du coup je la connais. Parce que je connais la taille réelle et je connais la distance. Et la taille apparente de ça, c'est environ 1 degré. Alors si on met des nombres, à un moment donné, il faut mettre des nombres, je vais dire, précis. Moi j'ai mis ça en barre d'erreur, bon, on pourrait mettre des intervalles, bon, on pourrait jouer avec ça. Bon, moi à un moment donné, il faut que je tranche dans l'arbre, donc je prends la moitié de chaque fois de mes estimations. Et la hauteur angulaire de l'arbre que je vois là, c'est 1,2 degré. Et comme le cercle est 20 fois plus grand, à peu près 20 fois plus grand que l'arbre, ça fait à peu près 24 degrés. Voilà comment j'obtiens la taille angulaire de cette planète vue depuis Pandora. 24 degrés avec la distance, avec la taille qu'on lui attribue, ça lui donne une distance de 260 000 km, je crois, environ 268 000 km. On peut même estimer sa magnitude, la quantité de lumière qu'on reçoit de Polyphème, parce qu'elle réfléchit une partie de la lumière d'Alpha du Centaure. Comme la Lune réfléchit une partie de la lumière du Soleil, la renvoie vers la Terre, et ça qui donne la Lune visible dans le ciel, et puis le mouvement relatif Lune-Soleil donne les phases de la Lune. Eh bien, la magnitude, pour ceux qui savent, ça leur parlera. Pour les autres, elle sera 1500 fois plus brillante que la pleine Lune dans le ciel terrestre. Autrement dit, Polyphème dans le ciel, c'est un phare absolument titanesque. Je doute qu'il y ait des nuits sombres sur Pandora. Hein, donc tous les petits machins bioluminescents sympathiques, très jolis à regarder, très romantiques, il est probable qu'ils n'aient aucune utilité, à part romantique et sympathique pour le téléspectateur, pour le spectateur. Les nuits de Polyphème sont probablement très claires parce que c'est en orbite autour d'une géante et assez proche. La distance qu'on trouve, 268 000 km, bon, mettons 250, 300 000 km, peut-être un peu plus, c'est typiquement les distances des satellites des planètes géantes. Autour de Jupiter, les satellites, il y en a des très proches, il y en a des très lointains. Il y en a pas mal qui sont à des distances qui varient en gros entre 200 000 et 500 000 km, avec quelques-uns qui sont très lointains. Et pareil pour Jupiter. Donc on a une distance tout de suite qui est plausible. Et ça a des conséquences. Le fait qu'elle soit relativement proche, enfin à des distances pas si éloignées de ça, ça a des conséquences. On va y revenir. Alors pour vous montrer que ça marche, et qu'il faut faire attention. Si j'ai fait tout ce raisonnement, ce n'est pas juste pour amuser la galerie ou l'ennuyer, c'est pour vous dire qu'en physique, en sciences en général et en physique en particulier, en astrophysique, il faut quand même faire des mesures. C'est ça la partie quantitative qui donne l'intérêt à la discipline. C'est que ce n'est pas juste du doigt mouillé. On pourrait faire du doigt mouillé en disant oui, ça fait 20 degrés par exemple. Mais il faut se méfier, regardez. Alors, il y a la question de cet objet-là, avant d'en arriver au doigt mouillé. Il y a ce truc-là dans le ciel, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était cette chose-là dans le ciel. C'est un point très brillant. Remarquez ici qu'il y a 2 satellites qui sont, bon, ils sont là. Ça, c'est un point très brillant. L'aspect que ça donne, c'est comme Vénus dans le ciel. Pour moi, ça m'évoque Vénus. Si vous vous levez tôt le matin, en ce moment, vous verrez la planète Vénus. Je dis tôt le matin parce qu'on la voit le matin, et tôt, il fait encore assez nuit, et ça va être bien. On la verra de moins en moins parce que le soleil va se lever de plus en plus tôt, et donc elle apparaîtra, elle sera visible dans le ciel dans les lueurs du jour. Donc, là, levez-vous tôt en ce moment, ça vaut le coup. Enfin, au moins une fois, un week-end, bon, en journée, enfin quand vous voulez. Et vers 6 h du matin, c'est super, quoi. Vous verrez bien Vénus. C'est très brillant, magnitude -3, enfin c'est un désastre. Le plus brillant, c'est le Soleil, le deuxième plus brillant, c'est la Lune, et le troisième plus brillant, dans le ciel de la Terre, c'est Vénus. C'est la planète Vénus. Donc ça m'évoque Vénus. Alors qu'est-ce que ça peut être ce truc-là? Bon, alors ça peut être Alpha du Centaure B. Non, Alpha du Centaure B, c'est l'autre étoile. Elle serait beaucoup trop brillante. Ça pourrait être à Proxima du Centaure, la troisième, pas trop lointaine. Ah non, elle est vraiment minable, elle serait toute minable. Ça pourrait être le Soleil, vu depuis Pandora. Non, il aurait une magnitude apparente plus faible, à mon sens, que l'impression qu'elle me donne là, quelque chose comme Vénus. Il aurait une magnitude apparente qui serait... Le Soleil, c'est comme Alpha du Centaure A. Donc si je suis sur le Soleil, je vois Alpha du Centaure A comme une étoile qu'on appelle de première grandeur, une des 10 étoiles, on va dire, les plus brillantes du ciel. Bon, ben, si on inverse les positions, le Soleil serait une des 10 étoiles les plus brillantes du ciel. Mais en aucun cas un truc aussi brillant, en semble-t-il, que ça. Alors il ne reste plus que 2 possibilités. C'est le vaisseau en orbite. Si vous avez vu, vous pouvez regarder sur un site qui s'appelle heavensabove.com, un site qui vous donne le passage de n'importe quel satellite artificiel, et en particulier de la Station spatiale internationale.
Ça, regardez-le, parce qu'il n'y a plus qu'à cliquer. C'est tellement regardé, l'ISS. Vous cliquez dessus, bam, ça vous donne, vous donnez vos coordonnées géographiques, et ils vous donneront les occurrences des prochains passages de la station dans votre ciel. Et quand ça passe, je peux vous dire, ça vous mate pas mal. Hein. Il y a un machin d'étude -3, c'est-à-dire un spot pas possible qui passe dans le ciel. Ça passe comme ça, et après ça disparaît, soit à l'horizon, soit en passant dans l'ombre de la Terre. Ça donne cette impression-là. Sauf que ce point-là ne bouge pas dans le ciel. La station spatiale, ou un satellite, devrait bouger dans le ciel. Alors, soit le vaisseau est en orbite Pandora stationnaire, bon, soit c'est pas ça. Et l'autre possibilité, c'est tout simplement que ce soit comme Vénus, que ce soit une autre planète du système de Alpha du Centaure A, très brillante dans le ciel que l'on voit du ciel de Pandora. Donc, cet objet-là, alors j'ai mis les magnitudes pour les calculer, voilà. Alors, en revenant sur nos illusions, la Lune, vous avez déjà dû remarquer que la Lune, elle a l'air beaucoup plus grosse sur l'horizon, quand elle se lève, par exemple, qu'elle a l'air dans le ciel, quand elle est un peu plus haute dans le ciel. Quand on voit une image comme celle-ci, les 4 télescopes qui sont devant, c'est les télescopes du Very Large Telescope européen, qui sont au Chili. Les 4 images, les télescopes là sont très jolis, on connaît leur taille, on connaît la distance, parce que le gars, Gordon Gillet, qui a fait la photographie, il donne la position géographique de l'endroit d'où il a fait la photographie. Google Earth, kilomètres, je connais la distance, je connais la taille des coupoles du télescope, 29 mètres de haut, donc je connais la taille angulaire des télescopes, donc je déduis la taille angulaire de la Lune. Je fais ce que je viens de faire, alors que là, la Lune a l'air tout simplement énorme sur l'horizon. Et on ne dirait pas, elle fait 1,5 degré, là, vous foutez de ma gueule, elle fait pas 1,5 degré, la Lune. Eh bien, regardez. Enfin, regardez. Il faudrait faire le petit calcul, on fait la petite proportion pour le cercle, la hauteur du truc, on met les nombres et on trouve 0,55 degrés. 1,5 degré qui est la taille de la Lune. Donc ça marche. Je veux dire par là que faire le quantitatif, ça marche, heureusement d'ailleurs. Et pourquoi il ne faut pas faire au doigt mouillé? C'est quoi le plus grand trait là, le trait rouge le plus grand? Mentez pas, dites ce que vos sens voient. C'est celui de droite, je le sais, parce que vous avez des yeux humains et un cerveau surtout, un cerveau humain. Et donc c'est celui de droite, parce que les rainures du métro londonien ici vous donnent une illusion de perspective, et vous avez un cerveau qui, à cause de la perspective, attribue une taille apparente importante aux objets qu'il estime être le plus lointain. Et avec ces rainures du métro, vous pensez que la rainure, le trait rouge, il est plus lointain que l'autre, et donc vous lui collez, enfin vous n'y pouvez rien, c'est votre cerveau qui fait ça, le mien fait pareil, tout le monde fait pareil, et vous lui collez une taille apparente plus grande. Et c'est pour ça que la Lune a l'air plus grande à l'horizon que quand elle est haute dans le ciel, parce que vous attribuez à l'horizon une distance plus grande que ce qui est au-dessus de votre tête. Pourtant, au-dessus de votre tête, vous n'avez aucun repère, en pleine nuit, ça pourrait être l'infini. Et pourtant, vous avez l'impression que la voûte céleste au-dessus de votre tête, elle est plus proche que l'horizon. Et vous attribuez aux objets à l'horizon une taille apparente plus grande. Si j'enlève le métro londonien, là, du coup, il n'y a plus d'ambiguïté. Même pas proche, c'est la même taille, à peu près la même taille angulaire. C'est même exactement la même taille angulaire. Je ne vous ai pas truandé, hein, c'est vraiment les deux mêmes traits rouges. Donc, il faut faire attention. Tout ça pour vous dire que la physique, je me permets d'insister sur ce message épistémologique, la physique et les sciences se sont construites contre nos sens. D'ailleurs, si ce n'était pas construit contre nos sens, hein, le Soleil tourne autour de la Terre, c'est une évidence. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, tout va bien. D'accord ? Et non, c'est l'inverse, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc la physique est construite contre nos sens, et donc en faisant cette manip-là, je montre aussi que pour avoir une valeur numérique, eh bien, il faut faire un effort. Ça s'appelle 2000 ans de physique et de sciences. Alors voilà une jolie image où on voit, enfin on peut contraster, où on voit Jupiter avec sa tâche. Là c'est rouge, c'est des colorations artificielles parce que ça a été pris en infrarouge par une sonde qui s'appelle New Horizons, qui se dirige en ce moment vers Pluton et qui arrivera vers Pluton en 2015. Là il y a la planète, le satellite Io. Il y a un truc qu'on ne voit pas bien mais qu'on voit mieux sur l'agrandissement, regardez ça. Ça c'est Io, regardez ça. Ça c'est une éruption volcanique sur Io, 300 km de hauteur, le panache de lave, 300 km de hauteur. Je vais vous dire que ça rigole pas, c'est juste impressionnant, quoi. C'est le seul endroit, à part la Terre, où il y a des éruptions volcaniques, Io. C'est à cause des forces de marée de Jupiter sur Io, dont la distance est à peu près équivalente, on dirait en ordre de grandeur, à celle qu'on a trouvée pour Pandora, autour de Polyphème. Ils sont où les volcans sur Pandora? Alors, ça s'est passé dans un endroit où il n'y a pas de volcan. On peut comprendre qu'il y a des volcans un peu intenses, les gars, ils sont écrabouillés. Donc, en même temps, ils sont où les volcans? Autre chose, Io, elle tourne sur elle-même en autant de temps qu'elle en met pour faire un tour autour de Jupiter. Comme la Lune d'ailleurs. La Lune, elle tourne sur elle-même en autant de temps qu'elle met pour faire un tour de la Terre, en 27 jours environ. Ce qui fait qu'elle nous présente à peu près toujours la même face. Alors, pour Pandora, il y aura la même chose, très probablement. Ça, c'est dû encore une fois à l'action des forces de marée de Jupiter sur Io, de la Terre sur la Lune, et donc là, de Polyphème sur Pandora.
Si elle tourne en autant de temps autour d'elle-même qu'elle met pour faire un tour autour de Polyphème, ça veut dire qu'elle prend toujours la même face. Autrement dit, pour voir Polyphème dans le ciel de Pandora, il faut être du bon côté. Donc là, les navis, on sait qu'ils sont... Déjà, il y a une moitié de Pandora, on sait qu'ils ne sont pas. Et quand on est sur la Lune, où voit-on la Terre dans le ciel? Eh bien, comme la Lune présente toujours la même face, la position de la Terre dans le ciel de la Lune dépend pratiquement que d'une seule chose, en première approximation, de votre position sur la Lune. Si vous êtes au centre de la face visible de la Lune, la Terre, elle est au zénith, au-dessus de votre tête. Si vous êtes sur le bord, sur le cercle qui limite la face visible de la face cachée, si vous êtes sur ce cercle-là, la Terre, elle est à l'horizon sur la Lune. Donc les navis et toute l'aventure, le clan Navi, les Omaticaya dont on nous parle dans le film, on sait qu'ils sont un peu à l'intérieur vers la face visible, quelque part sur le cercle, au voisinage du cercle de séparation entre la face visible de Pandora, face visible au point de vue de Polyphème, et la face cachée. Donc on peut même localiser leur position sur la planète, parce qu'on voit dans le film Pandora, depuis les points du film, on voit toujours Polyphème posé sur l'horizon de Pandora et pas n'importe où dans le ciel. Évidemment, sur l'horizon, c'est plus joli. Alors ça, je viens de dire. Alors Pandora vue du sol, ah oui, alors là, l'image, du coup, on perd beaucoup de choses. Essentiellement, ce qu'on voit là, c'est une forêt tropicale humide. Ça ressemble vraiment, il y a des espèces de palmiers, enfin des trucs extraterrestres sûrement, mais enfin en tout cas qui ressemblent à des palmiers, avec un peu de brouillard, voilà. Et l'information précieuse que j'ai captée en allant voir le film, qui n'est pas dans la petite featurette qu'on voit sur Internet, ce qu'on capte, c'est une information de Grace Augustine. Là, je rends hommage au film quand même, parce que c'est assez rare, l'information qui est là. Il y a 10 puissance 12 arbres sur Pandora. Elle le dit comme ça, 10 puissance 12, comprennent qui pourra dans les spectateurs. 1000 milliards d'arbres. Je ne sais pas comment elle les a comptés, mais enfin, elle le sait. Là, ce qui est intéressant, de ce point de vue, on peut rendre hommage, c'est que, pour une fois, c'est une femme qui dirige un grand projet scientifique, le projet Avatar. Et ça, quand même, c'est pas si fréquent dans les films où il y a un peu, je ne vais pas dire de science, où il y a, bref, en général, c'est des types malfaisants qui font des bombes incroyables, voilà. Bon. Et là, c'est une femme qui dirige un projet scientifique, en plus, qui est plutôt maligne. Elle fume, c'est pas bon pour les poumons, mais enfin, en tout cas, elle dirige ce grand projet scientifique, et elle nous dit ça. 1000 milliards d'arbres sur Pandora. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, génial, je vais pouvoir connaître la taille de Pandora. Parce que l'image du début, vous vous rappelez, on voyait Pandora depuis l'espace. Alors, j'en vois que la moitié. Bon. Et puis sur cette moitié-là, je vois des océans, enfin des trucs bleus qu'on a des océans, puis des trucs verts qu'on a des continents. Je vais supposer que c'est la même chose de l'autre côté. Il y a des océans et des continents. Évidemment, c'est pas facile à faire. Hein. Je fais un saut dans le vide, hein. Je ne sais pas l'autre côté. Hein, c'est comme le problème du mouton noir. Vous connaissez peut-être ça. Vous baladez en Irlande, par exemple, c'est les moutons, et vous voyez un mouton noir. Et après, selon, il y a 3 personnes, il y a un ingénieur, il y a un physicien, et il y a un mathématicien qui se balade. Et l'ingénieur, il y a un seul mouton noir. L'ingénieur dit, ah, c'est marrant, en Irlande, tous les moutons sont noirs. Ben, le physicien dit, ben, pas du tout. Il y a au moins un mouton noir en Irlande. Et le mathématicien dit, vous êtes vraiment des charlots. Il y a en Irlande au moins un mouton dont au moins une face est noire. De l'autre côté, on ne sait pas. De l'autre côté, on ne sait pas. Après tout. Donc là, c'est pareil. Moi, de l'autre côté, je ne sais pas. Si vous regardez la Terre du côté de l'océan Pacifique, vous dites, waouh, il n'y a pas beaucoup de continents sur la Terre. Si vous regardez du côté opposé, côté Asie, côté Europe, vous dites, oh, il y a beaucoup de continents sur la Terre. Bon, alors je ne sais pas comment c'est fichu, moi, sur Pandora. Je regarde la face que je vois, et je fais une estimation au doigt mouillé de la surface des continents, de la surface des océans. Les continents ont l'air verts, je vais dire, bon, il y a des arbres partout, il y a le prendre des volcans. Bon, j'oublie, ok, il n'y a pas de volcans. Bon. Si l'orbite est strictement circulaire, il n'y aura pas de volcan. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais entrer dans les détails. Bon, il n'y a pas de... Donc, les continents sont couverts d'arbres. Le rapport, je peux même prendre comme la Terre, le rapport océan-terre sur la Terre, c'est 2 tiers, 1 tiers. Hein, 2 tiers d'océan, 1 tiers de terre. 2 tiers, 1 tiers, 60-40. Enfin, on prend un nombre, on doit mouiller encore un peu, on fait une estimation plausible, même avec l'image qu'on voit. Donc, j'ai une idée de la surface. La fraction de surface que représentent les continents, c'est, mettons, allez, 70%, 65%. Et cette surface, elle est couverte de 1000 milliards d'arbres. Je peux estimer combien il y a d'arbres par hectare dans une forêt tropicale humide. Alors en pratique, je n'ai pas trouvé l'information. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui peut me donner l'information. Et je ne l'ai pas trouvé sur Internet, en dépit de ce qu'on prétend, où on trouve tout sur Internet. Par contre, j'ai trouvé des gens qui travaillent à la forêt de Troncé, qui s'occupent de la forêt de Troncé, c'est dans l'Allier, je vous recommande d'y aller, c'est une forêt de chênes magnifique. Il y a des chênes centenaires, ils en ont des hectares.
Là, ils me disent des grands chênes. Alors, les chênes centenaires, c'est des beaux arbres. Ça fait le ménage autour, les chênes centenaires, parce que les petits, ils ont du mal à pousser autour d'un gros, qui prend l'espace vital, si j'ose dire. Eh bien, un chêne centenaire, il y en a à peu près 100 à l'hectare. Voilà, pas plus de 100 à l'hectare. Alors, je prends ça. C'est la forêt de Troncé, c'est pas tropical. Oui, oui, je fais ce que je peux. Mais c'est dégueulasse. On va dire, c'est pas propre. On dit, oh, eh ben oui, mais je fais avec ce que j'ai. En physique, on fait avec ce qu'on a aussi, des fois. Et puis, si j'ai mieux, ben, je mets un bon nombre. Et j'aurai une autre valuation du rayon. Donc là, je fais avec ce que je peux. Je mets 100 arbres à l'hectare. Je pense qu'en tropical humide, des gros arbres, comme on les voit là, il doit y en avoir un peu plus. Et combien, je ne sais pas. 100 arbres à l'hectare, 10 puissance 12 arbres, ça fait 10 puissance 10 hectares. 60% de ces 10 puissance 10 hectares, 60% de la surface. La surface d'une sphère, c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. 4900 km. D'accord, pour ceux qui savent, ils ont compris. Les autres, c'est pas grave. La réponse, c'est environ 4900 km. Et ça, c'est pas mal. Parce que 4900 km, c'est un truc qui n'est pas trop gros, qui est plutôt plus gros que les satellites géants de Jupiter ou de Saturne, plutôt plus gros, plus petit que la Terre, 6400 km le rayon de la Terre. Donc plutôt plus petit que le rayon de la Terre. Et en même temps, si on essaie d'estimer la gravité de cette chose-là, de cet objet-là, alors on va dire c'est quoi la gravité de ça? Bon, ben, je connais sa taille, alors c'est pas suffisant, il faudrait connaître sa masse ou sa densité. Bon, ben, c'est une planète, ils vont extraire des minéraux sur cette planète. Bon, ben, j'extrais des minéraux. Donc il y a de la matière, il y a peut-être du fer, des machins. Bon, il y a aussi le nocténium dont on va parler dans un instant. La densité de cette planète, de cette satellite, c'est peut-être de l'ordre de celle de la Terre. Densité de la Terre, 5 fois celle de l'eau. 5. 5,5. Je vais prendre la même, je vais prendre 5. Entre la densité supposée et son rayon, j'obtiens sa gravité. À peu près 3/4 de gravité terrestre. Un peu plus faible que la gravité terrestre. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. Si la gravité était très faible, 20% de la gravité terrestre, alors les humains qui arrivent là, ils commenceraient à faire des bonds en marchant. Dans une gravité plus faible, ils auraient des muscles adaptés à une gravité et ils feraient des bonds en marchant. Si la gravité était plus intense que la gravité terrestre, ben, ils seraient comme ça, ils auraient du mal à marcher. Leur poids serait plus intense, ils auraient la même masse, mais leur poids, la force avec laquelle la planète les tire vers leur centre, vers son centre, est plus important. Ils marcheraient, ils auraient du mal. Et puis, une gravité faible, je ne vais pas dire que ça favorise, mais ça n'est pas incompatible avec des animaux ou des êtres de grande taille. Les navires qui font 3 mètres, on se dit, bon, dans une gravité plus faible, soit des humanoïdes plus grands, soit des êtres de plus grande taille, soit le plus grand être terrestre qui a existé sur la Terre, sur des Diplodocus, 40 mètres de haut, et on peut estimer, alors c'est encore une fois une estimation de grandeur, que c'est la taille maximum qu'un être biologique avec des os comme les Diplodocus, comme les nôtres, avec des muscles comme les Diplodocus, comme les nôtres, enfin, c'est à peu près la même chose, ça fonctionne à peu de choses près. De la même façon, la taille maximum d'un être terrestre, c'est typiquement quelques dizaines de mètres. Ça peut être plus grand que ça, sinon, il s'effondre sous son propre poids, il se brise sous son propre poids en chutant. Un être qui se brise à la moindre chute, vous imaginez qu'il a un désavantage, disons, compétitif dans l'évolution qui est quand même assez important. Si à chaque chute, le gars meurt, l'espèce, elle va avoir du mal. Il faut vraiment faire attention à ne pas tomber. Donc là, tout ça est cohérent. Tout ça est cohérent. Trouver une gravité plutôt plus faible que celle de la Terre, pas trop faible, mais pas plutôt plus faible et cohérent avec les tailles des êtres, c'est cohérent avec un satellite d'une planète géante, les distances, tout ça est cohérent. Alors, je ne sais pas si Cameron a eu des équipes de sbires qui ont bossé pour lui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reconstruire une cohérence à partir de cette image du film. Et donc, du coup, d'un certain point de vue, ce qu'on nous montre est réaliste. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Il faut bosser pour se rendre compte que c'est réaliste. Et puis, il y a des choses qui ne le sont pas du tout, mais dont je ne parlerai pas trop tout à l'heure. Bon, là, c'est les réponses. Ah oui, d'ailleurs, il y a un argument, le colonel Quaritch, le méchant du film, gros baraqué qui soulève des gros poids. Il nous dit, le manque de pesanteur, ça affaiblit. À un moment donné, il est là, il fait le méchant, là, il soulève ses poids, il se relève, gros baraqué, et il explique au type qu'il fait toujours, tous les jours, il fait de l'exercice, parce que le manque de pesanteur, ça affaiblit. Voilà. Ça, c'est un argument qui n'est pas de la science, mais il y a un témoignage, il y a une personne qui dit, ouais, la pesanteur est plus faible. Bon, il ne nous dit pas combien, c'est dommage. Mais il nous dit que c'est plus faible. Alors, on va regarder un peu les oiseaux un instant, parce qu'on va faire un peu de biologie, en fait, biomécanique, mais très légèrement. Alors, j'utilise des oiseaux, ce n'est pas des oiseaux. Ce sont des bestioles volantes, faute de mieux pour l'instant, des bestioles volantes qui évoquent étonnamment les ptérosaures terrestres. Et en plus, on peut monter dessus et faire le fou dans les airs. Ça, c'est vraiment le pied, quoi. Alors, ces banshees, ça ressemble à des ptérosaures terrestres. Il faut savoir que le vol, il a été inventé 3 fois sur Terre. Il a été inventé par les mammifères, c'est les chauves-souris. Il a été inventé par les ptérosaures. Et il a été inventé par les dinosaures, dont les descendants sont les oiseaux. Donc il a été inventé par les oiseaux. Donc il y a 3 fois le vol terrestre, et chaque fois ça vole, mais ce n'est pas parce que ça vole que c'est la même chose. Les gens qui regardent ça en détail
Pas moi, j'ai lu un peu là-dessus. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'ils savent que ce n'est pas la même chose que par exemple tout le système d'articulation pour battre des ailes et voler, ça n'a rien à voir. Les chauves-souris, par exemple, leurs ailes, c'est 5 doigts. Elles ont une main à 5 doigts, sauf qu'elles ont des doigts un peu difformes, elles ont notamment le petit doigt énorme, et puis d'autres qui font les nervures des ailes. Mais c'est des doigts. Les ptérosaures, ils ont une articulation ici qui n'est pas exactement comme nous. Et les oiseaux, ils ont une articulation d'épaule qui n'est pas du tout comme nous. Et les chauves-souris, comme nous. Adaptés à leur suisse, mais qui ressemblent à nous avec tout ce qu'il faut comme système, avec la clavicule, l'équivalent de la clavicule, etc. Donc, avec du point de vue biomécanique, les gens vous disent qu'il y a vraiment 3 espèces d'êtres volants sur Terre qui sont apparus. Bon, pas scandaleux, peut-être que s'il y a des êtres vivants sur d'autres planètes, ce dont on ne sait absolument pas, ce qu'on ne sait absolument pas pour l'instant, il y a des êtres volants. On peut comparer donc aux ptérosaures modernes, voilà les plus grands ptérosaures à l'échelle avec les plus grands oiseaux actuels, et un humain, qui vient en paix manifestement, au dépit de ce qu'on voit dans le film. Je ne vois plus rien avec ça. Bref, l'albatros et le condor, ils font 3 mètres d'envergure à peu près, les plus grands oiseaux actuels. Quetzalcoatlus, le vert, là, 10 mètres d'envergure. Ça, c'est un plus grand ptérosaure dont on a le squelette. Un truc impressionnant, quand ça vole au-dessus de vous, je pense que c'est impressionnant. Ceux qui ont vu des spectacles de rapaces, quand on a déjà passé un condor qui fait 3 mètres d'envergure au-dessus de votre tête, vous dites, oula, ça plaisante pas, quoi. Et là, c'est 10 mètres d'envergure. Donc, c'est des êtres extraordinairement grands. Ce qui est très intéressant quand on regarde dans la littérature scientifique, pour le coup, parce que là, on peut aller se payer ça, il faut aller chercher des articles, on ne les a pas à sa clé, bon, c'est compliqué, mais enfin, on les trouve, finalement, l'information existe. Il y a des gens qui s'amusent à se dire, mais comment ça volait, ces trucs-là? C'était quoi la masse de ça? Alors, avec les squelettes, on arrive à faire maintenant des reconstitutions de distribution de masse organique. Quand on a le squelette, comme on sait faire en sciences criminelles, quand on n'a qu'un crâne, par exemple, on l'a fait récemment avec le crâne d'Henri IV, ou le reste, la momie d'Henri IV, on a réussi à reconstituer le visage de la personne dont on a le crâne. Parce qu'on connaît statistiquement les distributions des masses de chair pour les humains sur les crânes humains. On arrive comme ça à reconstituer un visage d'une personne décédée il y a longtemps alors qu'on n'a que son crâne. Eh bien, on peut faire la même chose sur ces êtres disparus. Et la masse du Quetzalcoatlus, 10 mètres d'envergure, eh bien, 70 kg, peut-être jusqu'à 100 kg. Un humain et un navi, ça pèse... Un navi, c'est 3 mètres de haut. Ils ont de la matière comme nous, on dit même qu'ils ont des choses renforcées. Donc, ils ont peut-être, je ne sais pas, 70 kg aussi. Ils ont peut-être 2-3 choses plus légères pour les os. Enfin, bref. Enfin, en tout cas, ils ne font pas moins de 70 kg, j'y crois pas une seconde. Est-ce qu'on peut mettre un truc de 70 kg sur un autre qui fait 70 kg? Parce que l'envergure des banshees qu'on voit, bon, pas facile à estimer, mais comme le navi, quand on a l'image du dessus, le navi, lui, il fait 3 mètres de haut, le navi. Bon, il est assis, il est plié, on ne peut pas vraiment comparer. Mais enfin, si je vous dis 6 mètres d'envergure, et peut-être plus, vous êtes prêts à me croire. Donc, si on a un mètre qui fait 10 mètres d'envergure, même 10 mètres d'envergure pour faire rond, avec un navi qui fait 70 kg sur un truc qui fait 70 kg, là, je ne vais pas vous convaincre, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ça ne volera pas, ce truc-là, quoi. D'accord, ça ne volera pas bien. Donc on peut douter qu'on puisse faire un peu ce genre de cabriole, parce qu'il ne fait pas juste voler. En plus, le machin, il descend à fond, il y a des ressources, là, il pique, là, puis après, il repart à fond. Je ne vous dis pas les ailes, enfin, il y a des contraintes terribles. Bon, il faut que ce soit vraiment renforcé, là, pour le coup. Bon, alors, je doute qu'on puisse voler sur ces choses-là. Alors, voilà un squelette de Quetzalcoatlus, le grand bec qui est là, je vous donne le dos, les pattes, les ailes qui sont enfermées. On a essayé d'estimer comment ça se déplaçait au sol, sur ce truc-là. C'est deux toutes petites pattes un peu minables. En fait, on pensait qu'il repliait les ailes, il les repliait, il se posait sur l'équivalent de nos coudes, et il avançait un peu comme un guignol avec ces 2 petites pattes, parce que les 2 petites pattes, elles n'étaient pas suffisantes pour qu'il se déplace en bipède sur le sol, comme pourrait faire un oiseau qui se déplace en bipède sur le sol. Eh bien, on estimait qu'il devait duplier, que c'était plutôt un déplacement quadrupède sur le sol, les ptérosaures, qui repliaient et qui posaient comme ça. Alors après, le problème, c'est qu'il devait se déplacer au sol. Comment il fait pour décoller? Les grands oiseaux comme le condor, par exemple, ils n'aiment pas du tout se poser sur un sol plat comme ça, quoi. Ils aiment bien se poser sur un truc un peu au-dessus du sol. Pas forcément 10 mètres au-dessus, mais un peu au-dessus. Parce que comme c'est des oiseaux planeurs, ben, ils se jettent dans le vide et puis ils battent un peu et juste ils décollent. Il faut qu'ils aient un peu d'altitude, ça les aide. Décoller au sol, c'est très embêtant pour eux. Les gros oiseaux ont du mal à décoller en battant des ailes. D'ailleurs, ceux qui décollent en battant des ailes, par exemple, regardez les flamants roses. Ben, c'est comique, quoi. Ça cavale et vas-y, et à la fin, ça décolle. Les condors, non. Les condors, ils ne sont pas ridicules en décollant, ils se mettent un peu haut et ils planent tout de suite. S'ils sont obligés de se poser dans une surface plane, ils sont embêtés, ils redécollent. Mais les albatros, ils ont des gros problèmes dès qu'ils sont au sol à 2 pattes. Ils sont gros, ils font 15-20 kilos, et ils ont du mal à décoller ensuite. Ils redécollent, mais ils ont du mal. Alors les Quetzalcoatlus, ils se sont dit, mais comment ça se débrouille au sol, et comment ça décolle? Il y a des gens qui ont étudié ça.
Donc ils pensaient qu'ils se mettaient sur leur coude, et ils ont remarqué qu'en en se soulevant sur les coudes, ça décolle les pattes, et ils se levaient, on estime, on n'est pas là pour le vérifier, on n'était pas là pour le vérifier, qu'ils se donnaient une sorte d'impulsion comme un sauteur en hauteur. Ils donnent une petite impulsion qui les fait décoller d'1,50 m, et après ils ont un peu de hauteur, et vas-y, ils déploient les ailes, et là ils peuvent commencer à battre un peu et à démarrer. Un oiseau qui avait 10 mètres d'envergure, enfin un oiseau, un être volant qui avait 10 mètres d'envergure. Donc regardez bien comment c'est fichu ça, avec les coudes comme ça. Bon, regardez qu'est-ce qu'on voit, est-ce que l'image va être assez nette? Ah ouais, on la voit bien. Regardez qu'est-ce qu'on voit d'un banshee au sol. Regardez les ailes. Elles repartent par derrière, là. Ils sont exactement... Là, c'est sûr, les gars, ils ont été voir comment c'était les ptérosaures. Hein. Ils les ont posés sur les 4 pattes. Ils se déplacent comme ça, ils ont 2 petites pattes. Ils se déplacent ou ils se supportent en quadrupède quand ils sont sur le sol. La tête qu'on lui voit là, notamment avec cette espèce de grand rostre-là un peu exagéré, c'est des têtes qui correspondent tout à fait aux reconstitutions qu'on a pu faire à partir des squelettes de certains ptérosaures. Mais les ptérosaures Quetzalcoatlus, c'est une espèce de long bec, enfin de long truc avec des dents, et il y en a d'autres qui avaient plutôt des choses comme ça. Là, ils ont fait un mélange des deux. Il y a un truc intéressant aussi qui ne m'a pas frappé au premier abord, mais que j'ai vu ensuite. Là, et de l'autre côté, on ne le voit pas, mais là, quand vous regardez le film, ça, c'est un trou qui s'ouvre et qui se ferme. Et après, vous faites ça pareil avec des CM2, vous dites au CM2, vous dites comment il respire la bestiole? Il par les narines. Elles sont où les narines? Alors, c'est plus rouge là. Cherchez les narines là-dessus. Il n'y a pas de narines cette bestiole-là. Et bien elle respire par là. Elle respire par là. Comme les dauphins. Ça, c'est un être qui a découplé ses voies respiratoires et ses voies pour avaler. Nous, ce n'est pas découplé. Le nez et la bouche, c'est la même chose. Ah non, pas tout à fait la même chose, mais si j'ai le nez bouché, je peux respirer par la bouche. C'est pratique. Enfin, ça peut être pratique. Si j'avale, il faut faire attention. Parce que derrière, il y a 2 trous là. Et il ne faut pas se tromper. Donc il y a un coup pratique et un coup pas pratique. Prenez les dauphins par exemple. Ils ont une bouche. Vous leur donnez un poisson, le dauphin prend le poisson entier, d'un coup. Les dents, elles ne servent à rien pour le dauphin. Il n'a pas besoin de mâcher. Les dents, elles servent à agripper les choses. Et clou. Parce qu'il a une voie pour avaler. Et à côté, il a les vents au-dessus, qui est la voie respiratoire, qui est indépendante. C'est 2 tuyaux différents. Donc le dauphin, il peut avaler tout rond, ce qui est pratique. Mais il n'a pas intérêt à être enrhumé. Parce que si le trou est bouché parce que ça s'est inflammé, je ne sais pas quoi, c'est fini pour lui, il ne respire plus. Donc pour emmerder un dauphin, vous mettez un bouchon sur les vents. Alors que moi, vous me bouchez le nez, je ne suis pas du tout gêné. J'ai juste l'air un peu bête, mais c'est tout. Mais je ne suis pas gêné. Donc voilà, cet être-là, clairement, il fonctionne comme les dauphins. Ou comme, oui, le dauphin, mettons. Avec 2 trous pour la respiration. Et donc ça, les dents, elles ne servent à rien, à part agripper les choses. Et ça avale tout rond. C'est sûr que ça avale tout rond. Vous voyez que sur un être comme ça, on peut dire des choses, juste en le comparant évidemment aux êtres vivants terrestres, parce que ce qu'ils ont fait, je ne sais pas comment ils sont débrouillés pour construire cet être-là, mais évidemment, ils sont inspirés des êtres terrestres. On pourrait faire long comme le bras, des êtres que l'on voit dans Avatar, qui sont des ressuscités directs d'êtres terrestres, évidemment. Par exemple, les espèces de grandes plantes où quand Scully les touche au début, ça se replie. Quand on les voit, on dirait des plantes terrestres de grande taille. En réalité, c'est une ressuscité de vers, pas de plantes, de vers marins. Il y a des vers marins qui ont cette forme-là un peu spiralée. Sous l'eau, il y a un truc qui les touche, ils se rembobinent et ils disparaissent, à peine touchés, ils disparaissent. Exactement comme on voit dans le film. C'est des petits machins de 20 cm et ce sont des vers. Là, ils ont fait des plantes géantes terrestres. D'accord ? Vous voyez, ils ont pris des choses et ils ont juste tout changé. Tous les mots, ils les ont remplacés par, disons, l'antonyme. Alors, pourquoi ils vont sur Pandora ? Pourquoi ils vont sur Pandora, les méchants, enfin les humains? Eh bien, ils vont pour chercher un minerai qui s'appelle l'unobtainium, qui est d'ailleurs pas très bien nommé. Si c'était d'abord unobtainium, ça n'existe pas. Bon, unobtain en anglais, ça ne veut rien dire, ça veut juste dire qu'il ne s'obtient pas, enfin c'est un mot valise. Unobtainium, c'est pas très bien nommé. Pour un minerai, on devrait plutôt l'appeler l'unobtainite. Unobtainium, ça fait plutôt référence à un corps simple, comme l'aluminium, le sodium, bien connu ici, ou je ne sais pas quoi, le sélénium. Donc on devrait plutôt l'appeler l'unobtainite, comme un minerai, comme la kryptonite. Voilà, la kryptonite, ça c'est bien, de son Superman, ça c'est bien nommé. Ils viennent pour l'unobtainium. Ils ont une espèce d'énorme machine. Là encore, on peut s'amuser à faire des histoires d'échelle. Il y a un humain ici, tout petit, il y a un camion monstrueux, et puis alors derrière, ça rigole pas. Elle est encore plus lointaine et encore plus grande angulairement. 20 millions de dollars le kilo, c'est ça qui justifie le déplacement. Ça a l'air cher. J'essaierai pas de chiffrer un voyage interstellaire. J'ai des slides sur ça, sur chiffrer le coût d'un voyage interstellaire. Il faudrait que ce soit plutôt 20 milliards le kilo pour que ce soit vraiment rentable. 20 millions de dollars le kilo, on peut le comparer au prix ici des métaux actuels.
Évidemment, c'est un tarif exorbitant, sachant que, évidemment, il faut quand même tenir compte de deux choses. L'action, elle ne se passe pas en 2010, mais en 2154. Donc, il y aura d'abord l'effet de l'inflation. Et puis, il y aura plus que l'inflation. Ça veut dire qu'il y a des métaux, ils vont purement simplement disparaître. Si je prends le cas de l'or, quand même, qui est inconnu, mais il y en a plein d'autres. Les terres rares, alors là, on n'en parle même pas. En tout cas, le cas de l'or, il y a actuellement plus d'or dans les coffres des banques que dans le sous-sol de la terre extractible. On a dépassé le stade où il y a plus d'or à poser à la surface de la terre ramassée que d'or dans le sous-sol. Donc, à un moment donné, il n'y aura plus d'or. Donc là, à ce moment-là, je ne vous dis pas le tarif de l'or, évidemment. Donc, 20 millions de dollars le kilo, pourquoi pas? Qu'on se déplace pour ça, c'est peut-être pas économiquement rentable. Des machines, comme on va regarder cette machine, c'est un wheel bucket, c'est un excavateur, les excavateurs à roues tournantes. Donc, ce truc à l'avant, ça tourne, ça existe vraiment, ça fait 200 mètres de long, ça avance à 1 km par heure. Ça creuse une surface sur 10 mètres d'épaisseur, la surface d'un stade de football en à peu près 24 heures. Donc ça tourne en permanence, c'est tout à fait impressionnant, c'est dans les mines géantes qu'on a ça dans les mines à ciel ouvert. Mines de cuivre, par exemple au Chili, ça c'est en Angleterre, je ne sais plus quelle autre mine. Voilà, ils ont pris, mais ils ont repompé cet instrument-là, ils en ont fait un encore plus grand. J'espère que l'instrument qu'ils ont mis sur Pandora, ils l'ont construit sur place et pas amené par navette, parce que je peux vous dire, au prix du kilo interstellaire, ça va coûter cher. Mais s'ils l'ont construit sur place, ça veut dire qu'il y a tout de suite une infrastructure énorme derrière. Il faut qu'ils sachent extraire du minerai, de fer ou quelque chose comme ça, le raffiner, enfin bref. Ça veut dire qu'il y a toute une industrie, c'est pas une petite colonie comme on voit dans le film, où les gens sont arrivés, sont posés, ils ont fait une petite colonie tranquille. Non, non, non. S'ils veulent faire le gros bousin qu'il y a derrière, il faut qu'il y ait une énorme infrastructure technique derrière. Et je doute qu'ils aient envoyé ça par vaisseau interstellaire depuis la Terre. Ça, à mon avis, le tarif écrabouille les bénéfices de l'RDA pendant 2000 ans. Alors, ils y vont pour ce truc-là, qui, comme on le voit cette image, ça ressemble, en fait, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils avaient pu prendre dans le film comme minerai. Je pense que c'est de la galène, un sulfure de plomb. Ça ressemble vraiment à de la galène. J'ai de la galène chez moi et ça ressemble à de la galène. Un géologue m'a dit, ah oui, ça pourrait être ça. Il n'a pas pu me dire ce que c'était d'autre, il m'a dit, ouais, la galène, c'est plausible. Bon, en même temps, ils ont truqué ce truc-là, ça tient tout seul au-dessus du support, il n'y a rien en dessous, et ça tient tout seul. En physique, on appelle de la lévitation. Mais il y a de la lévitation qu'on peut faire de façon réelle, réaliste, qu'on appelle la lévitation électromagnétique. Avec un champ magnétique, on peut faire léviter un aimant, on peut faire léviter, il y a un petit objet qui s'appelle le lévitron, on fait léviter une toupie au-dessus d'un champ magnétique. Il faut que la toupie tourne. Donc là, il y a une subtilité pourquoi la toupie tourne et reste en lévitation stable. On sait faire de la lévitation stable autrement, par lévitation qu'on appelle supraconductrice. Là, on a un petit aimant qui tient au-dessus d'un objet noir qui est ici. Cet objet noir, c'est une pastille d'un matériau qu'on appelle supraconducteur, un matériau qui est en dessous d'une certaine température, assez basse, 100 Kelvin, ça veut dire quelque chose comme moins 170 degrés Celsius. Cet objet-là, quand il est suffisamment refroidi, donc, devient supraconducteur, laisse circuler le courant électrique à travers lui sans lui opposer aucune résistance. Autrement dit, le courant électrique circule et n'est jamais arrêté dans le matériau. Ici, vous savez ça, il y a tor supra à côté, dans supra, ça veut dire supraconducteur. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont au courant de ça. Supra, c'est un endroit où vous savez ce que ça veut dire ici. Donc, je n'ai pas raconté ma vie sur supra. En tout cas, si on met, alors là, j'ai mis l'aimant au-dessus, enfin, l'expérimentateur a mis l'aimant au-dessus, et puis le supraconducteur en dessous, on pourrait faire l'inverse, parce que le supraconducteur doit être refroidi, et là, c'est ça à cause des petites vapeurs qu'il y a au-dessus, la petite brouillard qu'il y a au-dessus, il est plongé dans un bain d'azote liquide pour être refroidi à la température suffisante. Donc on peut faire léviter des choses avec un supraconducteur à température, ben là, moins 170 degrés, c'est les plus performants, moins 170 degrés. La supraconductivité, d'ailleurs, a été découverte il y a exactement 100 ans cette année par Kamerlingh-Onnes, un physicien hollandais, et il a fait ça avec du mercure. Les températures à l'époque, c'était quelques Kelvin, moins 270 degrés, on va dire, pour faire rond. Maintenant, on a réussi à trouver des supraconducteurs à des températures bien plus élevées, seulement moins 170. Mais on n'est pas à la température ambiante. On aimerait avoir un objet qui soit supraconducteur à température ambiante. Ça serait génial. C'est le Graal de la physique des matériaux. Eh bien, le lobthénium, quand on le voit léviter tout seul au-dessus de ce support, qui peut-être contient des aimants, je pense que le lobthénium est un supraconducteur à température ambiante, ce qui peut justifier son intérêt et son prix. Regardez, là c'est au CERN ça, les câbles, où il fallait faire passer 12 500 ampères dans le CERN version N-1. Dans le CERN actuel, les mêmes câbles, enfin je dis les mêmes, non, toujours 12 500 ampères, mais dans des câbles supraconducteurs. Il n'y a qu'à les regarder. Là, avant, c'est boulonné, c'est des gros câbles en cuivre, c'est boulonné, serré. Il y a les forces d'ampères entre les deux câbles sont énormes, ça chauffe, c'est infernal.
Et quand c'est supraconducteur, enfin, vous avez compris visuellement, en tout cas pour les non-physiciens, c'est peut-être plus évident visuellement, pour les physiciens, ça n'a même pas besoin de discuter. Il vaut mieux, quand c'est supraconducteur, on peut faire passer beaucoup de courant électrique dans des choses bien plus fines. Et ça améliore considérablement. On voulait faire passer au CERN des courants électriques intenses pour faire des champs magnétiques suffisamment intenses pour courber la trajectoire des protons de très grande énergie pour leur faire le cercle de 27 km de circonférence du CERN, ou de diamètre, je ne sais plus si le nom c'est de diamètre. Alors quand on voit ça, du coup on a compris ce que c'est. Ben, c'est évident. L'interprétation est triviale en physique, on dit « Ah ben c'est évident mon gars, t'as compris ?» Les montagnes flottantes, c'est des supraconducteurs dans le champ magnétique de Pandora. Et puis ça marche. Là, le champ, comme le supraconducteur est à température ambiante, on peut inverser, mettre l'aimant en dessous, la planète, et le supraconducteur au-dessus. Moi, je l'avais mis dans l'autre sens, parce que le supraconducteur, moi, mon vrai supraconducteur, il faut que ça refroidisse. Si on avait à température ambiante, c'est un sens ou c'est un autre. Et ça arrive souvent en physique. On dit, écoute, mon gars, la réponse, c'est ça. T'es con. C'est évident, la réponse. C'est du supraconducteur à température ambiante, et en dessous, il y a le champ magnétique de Pandora. Bon, alors, estimons le champ magnétique de Pandora. Ah, mais on met des nombres. C'est bien d'avoir des idées, mais après, on met des nombres. Alors, ce truc-là, la grosse montagne, là, il y a un hélicoptère qui est devant. Alors, bon, l'hélicoptère, il est là. Hein. Il est devant, il est plus près. Alors, c'est pas facile d'estimer les tailles. Mais enfin, si je vous dis que la montagne, elle fait 100 mètres de haut, 100 mètres de large, vous êtes prêt à me croire, quoi. 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Ça fait gros, quand même. Hein. Ça fait un gros machin. Après, 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres, ça fait 1 million de mètres cubes. 1 million de mètres cubes, c'est beaucoup, parce que de la roche, hein, c'est la roche de base. Là, c'est peut-être de l'olobténium un peu plus dense, je ne sais pas. Mettons 3 tonnes par mètre cube. Ce machin, c'est 3 millions de tonnes, quoi. Genre. Enfin, quelques millions de tonnes qui tient comme ça, en l'air. Bon, alors après, on calcule le champ magnétique qu'il faut pour ça, quoi. On calcule. Et on trouve un nombre, 10 000 Tesla. Alors, les physiciens comprennent que ça ne va pas, et les autres, ils disent, 10 000 Tesla, c'est beaucoup. Parce que 10 000, c'est beaucoup. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, 10 000. Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Il faudrait comparer à d'autres choses. En physique, une chose, elle n'est pas grande, ou un nombre, il n'est pas grand. Il est grand par rapport à quelque chose, ou petit par rapport à quelque chose. 10 000 Tesla, les physiciens ont compris. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'un champ magnétique intense, on va comparer à d'autres champs magnétiques. Alors, le champ terrestre, 50 millionièmes de Tesla. Le champ de la Terre entière, plus grosse que Pandora. Le champ d'un aimant permanent. Les aimants permanents, les bons aimants, c'est quoi, samarium cobalt, je ne sais plus quoi, des terres rares, des aimants très intenses. Quand ils sont collés sur le frigo, j'ai ça avec mon gamin qui a 10 ans, qui n'est pas très musclé, un aimant comme ça collé au frigo, on peut pas l'arracher. Il ne peut pas l'arracher en traction directe. Hein. Il faut exercer plusieurs kilogrammes de traction pour l'arracher. C'est des aimants extrêmement intenses. Donc à 1 centimètre, 1/10 de centimètre, le champ c'est de l'ordre d'un Tesla. Des aimants très intenses. En laboratoire, le record que j'ai trouvé, moi, c'est 65 Tesla. Dans Torsupra, c'est quoi le champ? 4 Tesla, c'est pas mal. Dans les imageries résonance magnétique nucléaire, le projet Neurospin à Saclay, ils ont un projet d'imagerie résonance à 7 Tesla. On met le gars à l'intérieur d'un aimant 7 Tesla. 10 000 Tesla, c'est beaucoup. Il n'y a que les étoiles à neutrons, il y a encore les astros qui nous enquiquinent. 10 puissance 11 Tesla, l'étoile à neutrons. Là, c'est vraiment beaucoup. Là, c'est vraiment énorme. 10 000 Tesla, c'est juste pas possible pour Pandora. Donc la bonne idée du départ, elle se heurte à la dure réalité des nombres qui fait que ça ne marche pas. Si on prenait de la matière ordinaire, de la tâle, qu'on met dans un champ de 10 000 Tesla, il y aurait des graves problèmes pour cette matière. Elle serait, l'effet Zeeman, pour ceux qui savent, il y aurait des tas de problèmes. Quoi. Les électrons sont éjectés, les atomes ne tiennent plus. Il y a des vrais problèmes dans la structure même de la matière à 10 000 Tesla. Donc ça ne marche pas. Alors regardez aussi, belles images. Alors là, ils font des belles images qu'on ne peut pas dire. Hein. Les millions de dollars, on sait où ils ont été. Pas dans le scénario, mais dans les images, manifestement. C'est beau, mais il faut quand même remarquer qu'il y a des choses très belles qui ont été faites aussi. Magritte, là c'est dans un aspect plus culturel. Château des Pyrénées de René Magritte, un tableau stupéfiant, qui quand même ressemble étonnamment à ça. Autre chose, pour les plus anciens de la salle, qui ont écouté le groupe Yes dans les années 70, les pochettes psychédéliques du groupe Yes, c'était fait par un type qui s'appelle Roger Dean. Voilà. Ah oui, voilà, on s'appelle ça. Roger Dean, Floating Island. Bon, il en a fait plein comme ça. Roger Dean, un illustrateur anglais des années 60-70 qui a eu son heure de gloire à ce moment-là. Bon, ils ont repompé à tout ça, à ce film. Et les films de science-fiction en général, ils ont typiquement entre 20 et 40 ans de retard sur ce que fait la science-fiction littéraire. D'accord, sur les images qu'elle produit. Elle produit des images au sens littéraire du terme. Hein, pas des... Là, on les voit, les images. Pour le coup, c'est beau. C'est des images de synthèse, ça pète le feu. Mais sur ce que fait la science-fiction littéraire, ils ont vraiment du retard. Ils ont tout repompé sur ce qui a déjà été fait. Y compris, pour finir là-dessus, sur le vaisseau, qui a été repompé de projets de vaisseaux, enfin d'iconographie de vaisseaux interstellaires éduqués par des scientifiques. Donc, c'est des vaisseaux dessinés par les illustrateurs de Space Art, comme on dit,
mais qui en même temps voulaient que ça tienne la route, et qui se sont renseignés auprès de scientifiques pour faire un vaisseau qui tient la route visuellement, sans qu'il soit forcément facile à faire. Voilà le grand vaisseau qui est ici, le Venture Star qui les a amenés donc sur Pandora qui est en dessous, et puis Polyphem derrière. Alors, sur cet objet-là, on peut identifier un certain nombre de choses. Par exemple, les radiateurs, ces machins rougeâtres qui sont ici, ça évacue par rayonnement la chaleur produite par les réacteurs. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de matière. Donc la seule façon d'évacuer la chaleur, ce n'est pas par convection ou par conduction, c'est juste par rayonnement. Donc il faut la chaleur, il y a des plaques de métal, comme dans un frigo, enfin dans les frigos, les ailettes qui sont à l'arrière du frigo, bah, elles ont une grande surface pour évacuer la chaleur par rayonnement, et puis par convection, parce qu'il y a de l'air autour. Ça les aide. Même ça les aide beaucoup. Là, c'est que par rayonnement, et c'est rouge, c'est normal, hein, ça veut dire que la température de là, c'est quelques, peut-être centaines de degrés, donc ça, c'est tout à fait plausible. Pourquoi pas? Les réservoirs, les machins sphériques, c'est probablement les réservoirs. De quoi? Ça aurait toute une discussion là-dessus. Probablement matière, antimatière, je pense que c'est la seule façon de faire le vaisseau et qui réussisse à atteindre, on nous dit dans le film, il met 59 mois et 22 jours pour atteindre 59 mois et 22 jours, pour une étoile qui était distante de 4,4 environ années-lumière. Donc la lumière, elle met 4,4 ans, à 300 000 km par seconde. Le vaisseau, il a mis un peu plus que 4 ans. Donc il a été un peu moins vite que la lumière, mais pas franchement moins vite. On peut faire toute une enquête là-dessus. Vitesse du vaisseau, calculée 2/3 de la lumière. Je peux vous dire, il faut sortir l'énergie. Donc je soupçonne matière-antimatière. Bon, soit, il faut essayer de la confiner, l'antimatière, parce que l'antimatière, on est dans une boîte, puis on ferme la boîte, quoi. C'est la boîte, elle est en quoi? Elle est en matière. Et matière plus antimatière, ça fait une réaction d'annihilation qui balance plein d'énergie, qu'on récupère pour propulser le vaisseau, mais la boîte, elle n'est plus là, et l'antimatière non plus. Et puis, il faut la produire, il faut quelques tonnes d'antimatière, enfin bon, quelques même centaines de tonnes. Bon, disons les réservoirs, il y a une espèce de câble, ça c'est bien malin, ils n'ont pas fait un vaisseau massif entier, quoi. Vraiment, ils ont fait le gros moteur à l'avant, et puis derrière, des éléments qui sont tirés par un truc aussi léger que possible, pas besoin de faire un énorme vaisseau, encore plus lourd à tirer. Ça, c'est malin. Le câble a une bonne forme. Il s'évase comme ça, comme la tour Eiffel. Hein. La tour Eiffel, elle est posée dans ce sens-là. Et si vous la prenez à l'envers et que vous la suspendez par les pieds, elle résiste. Elle a une forme exponentielle. Enfin, si vous voulez voir une exponentielle, vous regardez la tour Eiffel. Et si vous la renversez, elle tient. C'est-à-dire qu'elle a la forme pour tenir même à l'envers. Bon, ben là, c'est un câble un peu comme ça qu'ils ont fait. C'est un câble avec une structure variable en taille, de sorte que la traction, enfin la pression ou la force divisée par la surface, la pression dans chaque tranche de câble soit constante. Donc il faut un câble à taille variable, on tire dessus. Quand ça avance, alors oui, quand ça avance, le vaisseau, il éjecte la matière par là, et il avance par là. Il y a les soutes, parce qu'on voit les navettes à côté. Il y a les modules de vie, j'imagine les modules de vie ici, parce que ce bazar qui est ici, surtout que là je le vois tourner dans le film, ça tourne. Et puis il y a un truc pas clair que j'appelle bouclier, vous allez voir pourquoi. Il y a un truc pas clair à l'arrière, on se demande pourquoi c'est là. C'est pas une espèce de parachute pour freiner le vaisseau. Il faut y penser à ça, à freiner le vaisseau. Parce que là, ça fond les gamelles vers Alpha du Centaure, mais comment vous freinez dans l'espace? Ben, on ne tire pas le frein à main, il n'y a pas la route, il n'y a pas l'air, il n'y a rien. Donc le parachute, les dragsters qui sont à fond sur le Grand Lac Salé, ben, ils ne freinent même pas, ils sortent carrément le parachute, hein, puis ils s'appuient sur l'air et ils sont freinés sur des kilomètres. Les voitures, il y a des freins. Mais dans l'espace, pour se freiner, la seule solution, c'est de pousser en sens inverse de votre progression. Si vous avancez par là et que la propulsion se fait dans ce sens-là, dans le même sens que votre progression, vous allez freiner, vous allez décélérer. Si elle se fait en sens opposé, vous voulez avancer par là et l'éjection se fait dans ce sens-là, action et réaction, vous allez accélérer en sens opposé de l'éjection. Donc c'est ce qui se passe dans le vaisseau quand il est en phase d'avancer, il éjecte par là, le vaisseau progresse par là, et quand il veut freiner, eh bien, à mon avis, il faut que le vaisseau se retourne. Je ne vois pas de façon d'inverser les réacteurs autres. Et le vaisseau pousse, envoie sa matière par là, envoie la matière par là, et cette fois-ci, il avance dans ce sens-là. C'est-à-dire, comme il s'est retourné, son avant est ici. Et comme l'avant est ici, les types qui sont dans le module de vie, ils sont plein pot devant, quoi. L'espace, c'est vide essentiellement. Mais le vide de l'espace, c'est mieux que l'ultra-vide qu'on sait faire sur Terre. N'empêche qu'à grande vitesse, dans un milieu même ultra-vide, vous avez des particules, toutes les particules du milieu interstellaire, tous les grains de poussière, qui vous tombent dessus à très grande vitesse dans le référentiel du vaisseau, ça vous tombe dessus, à très grande vitesse. Et donc ça passe à travers la paroi du vaisseau, et vous êtes à l'intérieur irradié par ces particules de très grande énergie. Si vous voulez vous en protéger, il vous faut un bouclier à l'avant. Indispensable. Donc ce bouclier, ce n'est pas un frein, c'est un truc de protection contre les particules de grande énergie quand le vaisseau s'est retourné. Et ce truc qui est là, il aurait mieux fait d'être là.
Parce que du coup, il y aurait eu quand même les soutes qui auraient fait une masse à l'avant, devant le vaisseau, quand il avance très vite. En même temps, les deux réacteurs, ils n'ont pas intérêt à être exactement dans l'axe parallèle au vaisseau. Là, il faut qu'ils soient un peu comme ça sur le côté, pour qu'ils éjectent un peu sur les côtés. S'ils sont dans l'axe, il doit y avoir, derrière ça, en propulsion, il doit y avoir une traînée de plasma à haute température fâcheuse pour les gens qui sont là. Donc je pense qu'il faut qu'ils éjectent un peu sur le côté au risque de perdre un peu de poussée. Bon, enfin bref, un détail. Et puis ce truc-là qui tourne, là, l'air de rien, ça donne une échelle. Parce que ce truc-là, il tourne pourquoi? Parce qu'en tournant, il crée une force centrifuge à l'extrémité. Cette force centrifuge, elle va être, pour les gens qui sont à l'intérieur, comme une gravité artificielle. Pourquoi une gravité artificielle? Le voyage, il dure 5 ans quand même. On ne va pas mettre les types en apesanteur pendant 5 ans. En même temps, au début du film, on les voit sortir, ils sortent comme un apesanteur, hein, les gars qui sont en stage, enfin je ne sais pas comment, qui sont endormis. Mais on veut une pesanteur, au moins une pesanteur artificielle, ça peut être utile. Ça tourne pour faire une pesanteur qui va être quoi? Celle de la Terre, bon, pourquoi pas. Celle de Pandora, plus probablement. Autant habituer les corps et les muscles à l'atmosphère, à la pesanteur de Pandora. 3 quarts de pesanteur. Ça tourne. Alors après, il y a un dingue comme moi, image par image, il regarde quel angle ça fait. Bon, c'est pas facile, il y a la perspective. Bon, alors après, on estime comme ça. Moi, j'estime que ce truc-là fait un tour entre 35 et 40 secondes. Un tour entre 35 et 40 secondes. 3 quarts de G de pesanteur extérieure, donc d'accélération, 3 quarts de G. J'en déduis le rayon 200 mètres. Donc ce truc-là, je dis 200 mètres pour faire rond, 200 mètres. Une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Ce vaisseau-là, il fait au moins 2000 mètres. Au moins 2000 mètres. Donc là, je peux connaître la longueur du vaisseau. Uniquement avec l'image, cette image-là, on peut connaître la longueur. Il y a une échelle de taille qui est donnée dessus. Vous voyez, les astrophysiциens sont très malins pour ça. En même temps, le vaisseau, c'est la merde. Il est de travers, évidemment, il n'est pas tout à la même distance, il est un peu de travers, donc il y a forcément un effet de parallaxe. Bon, c'est pas parfait. On fait ce qu'on peut. Et quand on détermine la masse, par exemple, des exoplanètes, l'orbite de l'exoplanète, elle n'est pas bien nickel, on est bien perpendiculaire au plan de l'orbite, et on va faire sa magnifique ellipse ou son cercle autour de son étoile. On la voit sur le côté, avec un angle de projection qu'on ne connaît pas. Donc en fait, quand on vous parle de ces masses d'exoplanètes, on vous donne la masse, la limite inférieure de la masse de la planète. La plus petite masse qu'elle peut avoir, éventuellement qui serait un peu plus grande si l'orbite était plus inclinée qu'on ne l'estime. Donc, avec ça, on peut déterminer la taille du vaisseau. Moi, j'estime 2000 mètres. Bon, c'est un bon vaisseau, c'est la bonne taille. À mon avis, c'est ça qu'il faut pour faire un voyage interstellaire. Il faut un grand vaisseau. Alors après, on pourrait discuter à n'en plus finir sur comment il est propulsé. Je finis cette image, une très belle image. On voit Pandora, Polyphème, les satellites, les ondes, etc. C'est très beau. Hein. Donc ça a produit ce film de très belles images. La plupart, on peut reconstruire une certaine cohérence aux images du film. Il y a des tas de choses qui sont complètement incohérentes. L'avatar, la marionnette biologique, c'est un mélange d'ADN humain, d'ADN Navi. Rien ne nous prouve qu'une vie extraterrestre serait fondée sur de l'ADN. On sait même pourquoi on pourrait mélanger de l'ADN. On n'a aucune raison de savoir faire ça. Comment on communique entre l'avatar et le manipulateur, le télémanipulateur, on ne sait pas le faire. Les débits de données, je vous dis, c'est pas des gigaoctets par seconde, c'est des, je sais pas, des téras, des centaines de téraoctets par seconde. Vous avez vu que quand ils sont dans la zone dite du vortex, où les planètes, où les montagnes flottent au-dessus du sol, il y a des tas de perturbations dans les instruments. Mais les avatars, ça n'a aucun problème. Hein. La communication par avatar, elle se fait je ne sais pas comment, mais enfin, en tout cas pas par onde électromagnétique, manifestement. Puis ça vaut mieux, parce que s'il y a un champ magnétique un peu intense, ça vaut mieux. D'ailleurs, si le machin était, l'hélicoptère, il est ferromagnétique, il y aura des vrais problèmes s'il se déplace dans un champ magnétique variable, quoi. C'est un vrai problème de courant induit, enfin, et je ne parle même pas, enfin, bref, c'est une catastrophe. Donc du coup, comment ils communiquent avec cet avatar, je ne sais pas. Il y a une espèce de clé USB biologique où on peut se brancher d'un être à l'autre, alors ça, on ne sait pas lire. J'ai passé sur tout ça, qui fait que ce monde est essentiellement pas réaliste, parce que je ne peux rien en dire, évidemment. Moi, j'ai gardé les choses dont je peux parler, dont la science peut parler, qui me permettent de faire cette enquête scientifique et de vous montrer que la science s'applique à bien d'autres choses que notre réalité, même si elle a été faite d'abord pour notre réalité, même si c'est ça qui fait son intérêt, c'est d'examiner notre réalité, on peut parler de science et mener une enquête scientifique avec toute sa méthodologie, toutes ses problématiques, ses hypothèses, ses imperfections, son constat, en fait, tout le bazar de la science sort quand on analyse ces mondes-là, avec en plus peut-être le fait qu'on peut se faire plaisir en essayant de comprendre comment fonctionnent des mondes qui ont fait rêver, je ne sais pas combien de millions, de dizaines même de millions de spectateurs dans le monde. Voilà, j'ai un peu dépassé, j'ai l'impression. J'espère que vous n'avez pas épuisé. En tout cas, merci de votre attention, et puis on peut discuter, si vous voulez, encore plus avant. Si, il y a la réfraction qui joue un peu, mais c'est extrêmement peu, c'est à peine perceptible à l'œil, en fait. C'est-à-dire que l'effet de la réfraction, il y a un effet de position angulaire de la Lune, d'abord, qui est majeur. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que quand on voit le Soleil, et c'est le même cas, c'est la même chose pour la Lune, d'ailleurs, parce qu'ils ont à peu près la même taille apparente. Quand on voit le Soleil qui est tangent à l'horizon,
Il vient de se lever, il est juste, le disque solaire est apparent, il est tangent à l'horizon. Sa position géométrique réelle, c'est sous l'horizon tangent. Ce n'est pas sur l'horizon tangent, c'est sous l'horizon tangent, la position géométrique réelle. Mais la réfraction atmosphérique fait qu'on voit l'image du Soleil alors qu'il n'est pas encore géométriquement au-dessus de l'horizon. Donc cet effet-là qui est majeur. Mais après, la différence dont vous parlez, c'est des différences de réfraction entre la partie supérieure du Soleil, le bord haut et le bord un peu en dessous, qui ne vont pas subir exactement la même réaction. Ce qui fait que le disque solaire ou le disque lunaire à Paris va apparaître en fait légèrement aplati, ce qui peut être des fois manifeste dans le cas du Soleil, et dans la Lune un peu moins, mais manifeste dans le cas du Soleil. Donc cet effet-là, il existe l'effet de réfraction. Mais moi je fais comme je peux. Là, évidemment, il faudrait que je dise la réfraction, alors il faut avoir un modèle d'atmosphère. Alors bon, je pourrais prendre comme la Terre, je dis bon, comme la Terre. Mais ça changerait sur des fluctuations qui se chiffrent à des toutes petites valeurs du demi-degré sur la Terre. Et donc là, par rapport à 24 degrés, ce sont des toutes petites fluctuations. Bon. Et vous avez raison, strictement, il faudrait tenir compte de tous ces effets-là. Oui, ça fait un réseau Internet biologique, c'est pratique. Oui, ils sont connectés entre eux, c'est bonnard. Bon, voilà, c'est partie des mystères de la biologie de Pandora. Hein. On n'a aucun équivalent terrestre d'un truc comme ça. Donc là, pour le coup, c'est de l'imaginaire pur. Enfin, là, ils ont imaginé un truc nouveau. Enfin, imaginé. Encore une fois, dans la SF, ça existe déjà. Des êtres interconnectés. Oui, alors c'est ça. Je pense que c'est un peu l'idée. Derrière ça, ce qui se cache derrière, à mon avis, il y a ce qu'on a appelé sur Terre l'hypothèse Gaïa. Considérer la Terre en elle-même comme un être vivant complexe dont nous serions, nous, êtres vivants, paraît-il complexe, des éléments. Comme nos cellules sont elles-mêmes des êtres vivants. Si vous extrayez une cellule humaine, c'est un être vivant. Et nous sommes nous-mêmes qu'un assemblage d'êtres vivants. Et donc, étendre ça à l'échelle de la Terre en disant que les cellules de la Terre, c'est tous ces êtres vivants, dont nous, et puis ça fait un être vivant à la taille d'une planète. Là, à mon avis, il y a cette idée-là derrière. Sauf que là, ils ont cette idée-là de façon, en la matérialisant, l'hypothèse Gaïa, c'est Lovelock qui a proposé ça, les gens, il y en a qui sont tout à fait opposés à ça, d'autres qui disent que c'est génial. C'est en controverse, ils ont en débat. Dans le cas de Pandora, là, ils l'ont matérialisé par ce réseau biologique, où là, les êtres sont connectés par un réseau biologique. Là, il y aurait une vraie matérialité, si j'ose dire, d'un Gaïa sur Pandora. Mais ça, la biologie terrestre, ça ne nous en dit rien, malheureusement. On ne sait pas faire ça du tout. Alors, du point de vue climatique, je n'ai pas parlé tellement de l'atmosphère de Pandora. On peut en faire toute une petite analyse de l'atmosphère de Pandora. Et donc, du coup, se demander, est-ce que c'est pas un peu délirant? En fait, ça l'est un peu, je pense. C'est-à-dire qu'on les voit arriver sur Pandora, les humains, ils mettent un masque. Et on leur dit, il y a un des officiers qui sont là, il a dit, bah, mettez votre masque, sinon, vous êtes en, je ne sais plus, 20 secondes, vous tombez inconscient, vous êtes mort en 4 minutes sans votre masque, dans l'atmosphère de Pandora. Alors, il y a beaucoup de gaz létaux pour les humains, enfin beaucoup de gaz fâcheux pour les humains. En gros, tout ce qui n'est pas de l'oxygène et de l'azote, c'est un peu fâcheux. Enfin, dès qu'il y a moins d'oxygène, on rigole moins. Mais des gaz, bon, si je prends un gaz quand même qui est très connu, le CO2, je prends celui-là parce que ça me permettra d'avoir une argumentation derrière. Mais le CO2, en plus, c'est assez bien documenté. Enfin, pour moi qui ne suis pas dans les gens qui peuvent travailler dans les atmosphères à CO2, j'arrive à trouver assez facilement de l'information. Le CO2, on peut, je ne sais plus les valeurs, je sais ça dans un transparent, il y a des valeurs au-delà de 10% de CO2, de teneur de CO2 dans l'atmosphère, dans une pièce comme ici par exemple, vous avez des vrais problèmes, quoi, enfin des vrais graves problèmes. Typiquement, vous tombez en syncope rapidement, l'échelle quelques dizaines de secondes et la mort survient pas longtemps derrière. La teneur en CO2 de la pièce, là c'est très petit, c'est 0,036%, 360 parties par million, extrêmement peu. Nous on est en train sur Terre de discuter sur cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère, éventuellement d'origine humaine, qui fait passer ça de 360 parties par million, de 0,036% à 0,04% ou éventuellement un peu plus que ça. Donc on parle de petites fluctuations qui auraient des effets climatiques importants. L'atmosphère de la Terre, elle a passé par des époques, il y a quelques milliards d'années, où la teneur en CO2 était bien plus élevée que maintenant. Peut-être 15 ou 16% de CO2 dans l'atmosphère de la Terre. Primitive, il y a plusieurs, 4 ou 5, pas 5, parce que la Terre n'a pas 5 milliards, mais plus de 4 milliards d'années. Pandora, quand on se dit, imaginons que ce soit le CO2 qui fasse ça, alors il faut au moins 10% de CO2, dans une teneur de 10%, c'est juste titanesque quoi, par rapport sur les standards terrestres actuels et même dans un passé proche. Mais ça ressemble à des standards terrestres d'il y a très longtemps. Alors en même temps, beaucoup de CO2, c'est bien, les plantes, elles aiment le CO2. Hein. Quand on veut faire pousser des salades en hiver, on les met d'abord sous une bâche pour faire un effet de serre, en fait, qui essentiellement limite la convection et fait que la température à l'intérieur est un peu plus élevée que la température extérieure, qui fait que les salades vont pousser dans une ambiance thermique qui n'est pas moins 5 degrés. Et puis la deuxième chose que font les gens, qui est déjà dans une ambiance de l'homme met du CO2 dans l'atmosphère, vous allez apprécier, on met du CO2 sous la bâche. On en met. Comme ça, les salades, elles poussent mieux, elles ont plus à manger, elles mangent du CO2, les salades, hein, pour devenir des salades. Et donc, du coup, on met du CO2 dedans. Donc,
des plantes, les plantes aiment qu'il y ait plus de CO2, enfin aimeraient qu'il y ait plus de CO2 qu'on en est maintenant. Donc on se dit 10%, à mon avis, c'est une valeur extrême, mais 10% de CO2, c'est favorable à des plantes qui poussent très bien. Une atmosphère chaude, à mon avis, 10% de CO2, c'est bien trop élevé comme teneur, ça ferait un effet de serre tout à fait énorme, et il faut que la planète, pour que l'effet de serre ne soit pas trop divergent, il faut que la planète soit bien plus loin. On parlait de la distance de la planète Pandora Polyphème à son Soleil, un peu plus loin que ne l'est la Terre du Soleil, pour recevoir autant d'insolation de son étoile plus brillante que le Soleil. Mais il faut qu'elle soit beaucoup plus loin, parce qu'en plus de ça, elle a une atmosphère qui serait riche en CO2, et donc très favorable à un effet de serre. Vénus, par exemple, elle est trop proche, vu la teneur en CO2 de son atmosphère primitive. Et du coup, ça a divergé, c'est fini, quoi. 450 degrés la température de surface de Vénus. Hein. Donc, je n'ai pas rencontré tout ça dans le détail, parce qu'en même temps, ces films-là, c'est toujours pareil, le gars, il a fait ça comme il veut, puis des fois, on tombe sur trop d'incohérences. Mais disons que, si on prend le CO2 comme gaz emblématique d'un gaz qu'on ne peut pas respirer, que les plantes aiment bien, ça pourrait justifier une forêt très luxuriante, comme on la voit là-bas, eh bien, on aurait une possibilité à peut-être 10% de CO2 dans l'atmosphère, compatible avec, en plus, vous enlevez votre masque et vous avez des problèmes très rapidement. À 10% de CO2 en tenant dans votre atmosphère de respiration, vous avez des gros problèmes très très vite. Donc après, le climat, ben, il faut discuter après. Il y a une atmosphère dont la pression est probablement voisine de la pression atmosphérique terrestre. D'abord, le CO2 est plus dense que le dioxygène ou le diazote, donc elle est plus dense. La planète a une plus faible gravité, c'est bien d'avoir un gaz qui est plus dense. Comme ça, on peut avoir au sol une pression, parce qu'ils mettent qu'un petit masque, ils ne mettent pas un super appareil. Si vous allez au sommet de l'Everest, l'atmosphère, elle est respirable, elle a les bonnes proportions de dioxygène, diazote. Juste la pression est trop faible. Avec un petit masque, ça marche un tiers de pression atmosphérique en gros au sommet de l'Everest. Et vous ne respirez pas à cause de ça, la pression partielle de dioxygène est trop faible. Donc vous mettez un petit masque. Mais si jamais ça devient vraiment trop faible, bah dans le vide de l'espace, là vas-y, il faut mettre une combinaison. Ou sous l'eau, voilà, c'est un autre problème. Mais donc du coup, la légèreté du dispositif de respiration laisse supposer que la pression ambiante est de l'ordre de la pression atmosphérique terrestre. Et puis ces êtres qui volent, il faut que la pression, idéalement, que le gaz soit un peu plus dense, ça favorisera le vol d'oiseaux, d'êtres volants de grande taille, et que la pression, donc du coup, soit un peu plus élevée ou de l'ordre de grandeur de la Terre, c'est compatible. Donc ça, les fondamentaux sont dans le bon sens. Mais je n'ai pas fait l'effort de mettre des nombres comme j'ai mis pour le champ magnétique. Je pense qu'après, si on met des nombres, des fois, on tombe sur des choses un peu surprenantes. Mais la cohérence, ça a l'air de se dessiner, en tout cas.